Bonjour à tous, bonjour aux étudiants, aux professeurs, aux extérieurs qui se sont mobilisés pour cette matinale. Les matinales de la transition sont des conférences ouvertes à tous qui ont lieu 4 fois par an et qui sont organisées par les étudiants. Donc merci aux étudiants qui se mobilisent pour trouver les conférenciers, les faire venir. Cette matinale est particulière puisque aujourd'hui c'est la Fondation qui a souhaité faire venir Tariq Chekcha qui va parler ce matin. La Fondation Centrale Nantes, qui est représentée par Pauline Chevalier, 2026, on a dit que ça allait être une année de reconnexion au vivant. Ça va être notamment l'année du lancement de la chaire Trajectoire de transition, pour lesquels il y aura une soirée de lancement à Nantes le 31 mars, pour lesquels vous pouvez inviter les personnes qui sont intéressées. Les constats sur l'écologie, on les connaît, on les enseigne, on fait de la recherche dessus. Et là, on a eu envie aujourd'hui de parler plutôt de l'avenir, des futurs souhaitables, de comment dans ce monde complexe, on peut imaginer des solutions et quel rôle aussi nous, ingénieurs, on doit avoir dans ces solutions. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Tariq. Je vais peut-être vous dire quelques mots effectivement sur mon parcours, juste pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à l'innovation, à la conception, l'éco-conception. Je suis au départ donc écologue de formation et même biologiste marin. J'ai eu l'occasion de travailler sur des thématiques très ancrées sur des terrains à travers le monde où il y avait des grands enjeux de préservation de biodiversité remarquable, mais aussi de besoins humains fondamentaux qui n'étaient pas encore remplis du tout. J'ai eu l'occasion d'œuvrer dans le cadre des fondations créées par le commandant Cousteau. Alors les plus jeunes d'entre vous peut-être ont un peu oublié qui était le commandant Cousteau, qui a beaucoup développé de technologies plutôt pour le cinéma sous-marin, et puis qui a fondé également des associations, la Cousteau Society aux États-Unis et l'équipe Cousteau en France, qui visait à faire le lien entre éducation de l'environnement, protection de l'environnement aquatique d'eau douce et aquatique marin, et puis les questions de développement. Ce qui m'a conduit, alors je n'ai pas connu la grande époque de Cousteau, c'était plutôt après, où j'ai travaillé par exemple au Soudan, sur la côte de la mer Rouge, à une époque où il y avait une ouverture politique avant la crise du Darfour, pour essayer de faire en sorte, dans des endroits où il n'y avait pas eu de développement, où les coraux de la mer Rouge n'avaient pas encore été massacrés, où les populations de poissons, y compris de requins, de raimentas, de dugongs, etc., étaient encore relativement en bonne santé, de pouvoir préparer le terrain pour guider en fait les décisions et qui permettraient un certain type de développement sans casser le capital naturel de ces endroits-là. Ça a été des endroits aussi comme la mer Rouge en Djibouti, certaines zones de la côte du Mexique, de l'océan Indien, même de l'Iran, toujours dans les moments d'ouverture politique. Et puis, j'ai la chance aussi d'être chef d'expédition polaire depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, sur des navires de différents types, principalement pour des expéditions scientifiques, mais malheureusement, ces dernières années, de plus en plus aussi pour d'autres styles d'expéditions, plutôt sportives et touristiques, et c'est pour ça que j'ai mis en pause ma carrière, puisque ça me posait des tas de questions par rapport à ça. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir beaucoup d'environnements sur cette belle planète qui reste encore magnifique, malgré tous les problèmes dont on parle beaucoup chaque jour. Et j'ai pu connaître un petit moment de sacré découragement il y a quelques années, il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Après, pour vous dire de manière très simple, notre travail au Soudan a permis de faire déclarer au patrimoine mondial maritime de l'UNESCO une zone qui n'était pas vraiment identifiée avant par les Nations Unies. Ce qui veut dire derrière, ça ne résout pas tout, mais des financements mobilisables pour, par exemple, accompagner les pêcheurs, pour qu'il y ait des alternatives à la pêche aux requins. Évidemment, si jamais j'étais à leur place, moi je pêcherais un requin, je couperais l'aileron pour faire vivre ma famille, tout simplement. Donc bref, je ne vais pas vous faire l'histoire longue, mais une année particulière, on a eu des phénomènes de blanchiment de coraux sur la zone du parc national sur lequel on est en train de travailler. Blanchiment de corail, c'est quand il y a un stress thermique trop important, les coraux qui ont des algues symbiotiques à l'intérieur d'eux expulsent leurs algues et si ça dure trop longtemps, ils finissent par en mourir. Et donc tout l'écosystème risque évidemment de s'effondrer à ce moment-là.
J'en avais vu d'autres, mais là c'était événement sur événement cette année-là. Et ça s'est couplé à une année où j'étais au Spitzberg, donc près du pôle Nord, en train d'étudier les ours blancs, avec un moment magnifique dans la banquise d'été qui est en train de disparaître. On dit que la banquise disparaît, c'est la banquise estivale d'été. 2 jours plus tard, dans un endroit où on était vraiment le seul bateau, vraiment personne autour de nous. Et c'était vraiment un bon moment, je tiens à le dire. L'ours était aussi intéressé par nous que les scientifiques l'étaient par lui. En débarquant près d'un glacier, dans cet endroit très très sauvage, loin de toute civilisation, on découvre au détour d'une crique des filets de pêche qui avaient dérivé jusque-là, du plastique, ça m'avait marqué. Donc à l'intérieur du filet, il y avait une sterne arctique morte. La sterne arctique, c'est la plus longue migration, de l'Antarctique à l'Arctique. Il y avait des rennes qui avaient essayé de traverser un bras de mer qui s'était pris dans le filet, qui était mort. Mais il y avait aussi un Lego et une bouteille de shampoing bio. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un ingénieur, un concepteur qui avait envie que ça finisse là. Et le contraste entre le côté virginal de l'environnement polaire et ces traces de notre technosphère m'avait particulièrement démoralisé, alors que j'en avais vu d'autres, des plastiques dans les océans. Mais je ne sais pas pourquoi, cette année-là, j'ai presque fait une petite dépression à cause de ça. De cette année particulière, où je me dis, ça ne sert à rien ce qu'on fait en fait. C'est une guerre larvée qui existe entre la technosphère et les cycles du vivant. Et comme je suis quand même une personne, je pense, plutôt optimiste, eh bien, peut-être que l'univers a comploté pour que je rencontre la même année, lors d'un congrès mondial de l'UICN, c'est une organisation internationale qui travaille sur les thématiques de conservation de la biodiversité. C'est eux qui font la liste rouge des espèces menacées, par exemple. Pas que, il y a plein de choses que l'UICN fait. Et j'ai rencontré pour la première fois le biomimétisme grâce à un ami qui s'appelle Gauthier Chapelle. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut pour monter en amont, travailler avec les concepteurs, les ingénieurs, les designers, et transmettre peut-être ce que moi et d'autres avions pu comprendre du fonctionnement des systèmes vivants dans les champs de conception. Voilà comment je suis arrivé à la conception. Pas du tout l'innovation pour l'innovation, mais en partant du principe que les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe, qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, même si de nos jours on peut se demander, mais qui en général, on croyait vraiment résoudre les problèmes du XIXe siècle au XXe siècle, et que maintenant on se rend compte que les solutions sont devenues nos nouveaux problèmes. Voilà. Excuse-moi pour cette longue introduction, mais au moins vous comprenez un peu la suite aussi de ce que je vais vous partager à la lumière de ça. Et alors très tôt, à l'époque, quand j'étais déjà chez Cousteau, un institut venait de se créer, l'Institut des Futurs Souhaitables, il y a une dizaine d'années, et il me demandait d'intervenir sur la thématique biodiversité et innovation. Et j'ai tellement aimé cet esprit, même le titre Institut des Futurs Souhaitables, qu'au bout d'un moment, je leur ai proposé de les rejoindre pour pousser un cran plus loin cette aventure. J'ai aussi, à ce moment-là, créé une organisation qui s'appelle le CBIOS, avec d'autres, qui est le centre d'expertise en biomimétisme. Et tout ça fait que maintenant, j'œuvre au sein de l'Institut et du CBIOS. Et l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de la prospective, mais pas probabilité d'occurrence de tel ou tel scénario. Ça comprend ça aussi, mais ce qu'on va essayer de faire principalement, c'est de se dire, bon, ok, il y a un monde qui est en train de changer, indéniablement, c'est la fin d'un monde, mais pas la fin du monde, déjà. La deuxième chose, donc on a des slogans comme ça qui illustrent bien un peu notre philosophie, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Il y a un autre slogan qui résonne avec ça, c'est « Il est temps de prendre au sérieux nos rêves pour en faire une stratégie ». Et en fait, réveiller ce désir d'avenir, c'est clé, surtout en ce moment. Même, si je prends une métaphore un peu spéciale, même les militaires, quand ils font de la stratégie, il ne faut pas confondre avec la tactique. La tactique, c'est ce que je peux faire maintenant. La stratégie, c'est une projection dans un futur où j'ai réussi. Forcément, il y a cette notion de souhaitable, quel que soit le souhaitable. Ensuite, on en parlait un petit peu tout à l'heure, le bruit des arbres qui tombent, certes, mais il y a aussi le bruit de la forêt qui pousse. Beaucoup plus difficile à détecter, signaux faibles, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui, dans le fracas des choses qui nous inquiètent, finalement, quels sont les pousses, les germes de choses qui nous disent quelque chose du futur qu'on aimerait voir advenir et qui sont en train d'émerger. Et le biomimétisme en fait partie de mon point de vue. Et puis enfin, seul on va vite, ensemble on va loin. C'est l'idée que pour ces changements systémiques, il va falloir de toute façon qu'on collabore avec de très nombreuses parties prenantes.
Et je reviens un petit peu, avant de quitter cette perspective sur la prospective des souhaitables. Il y a différents types de scénarios dans la prospective. Le tendanciel, on n'entend plus trop parler quand même. On a pas mal parlé du catastrophique, donc c'est l'effondrement, quels que soient les facteurs qui conduisent à ça. Le scénario rupturiste, c'est l'innovation va nous sauver, d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas exactement trop comment, mais c'est l'idée que tout d'un coup on change en fait de phase. Ça peut être une rupture vers le haut ou vers le bas par rapport à la notion de souhaitable. Et puis le scénario souhaitable, il est de moins en moins, minimisé. Je pense que l'Institut a collaboré à aussi faire monter un petit peu cette idée de réveiller le désir d'avenir, parce qu'on est une espèce qui a besoin de récits qui nous permet de nous mobiliser. Moi-même, je suis marin. Je ne vais pas traverser une tempête ou un problème où par exemple, les 40e rugissants ou les 50e hurlants entre l'Amérique latine et l'Antarctique. Je ne vais pas vivre cela de la même façon si je sais où je vais. Si je ne sais pas où je vais, ça me semble terrible. Je quitte une tempête pour entrer dans une autre. Mais si je sais que je veux atteindre le Larsen, la péninsule antarctique ou un autre endroit, alors ça devient une aventure. Vous voyez ce que je veux dire? L'importance du récit. Et donc, tout ça pourquoi? Se projeter dans un futur où on a réussi, qui n'est pas de la science-fiction, qui peut être une dizaine d'années, par exemple, pour laisser le temps au changement, et regarder fort d'un exercice d'imagination, qu'est-ce que je vais faire en Antarctique, qu'est-ce que je vais y voir, etc. Ou qu'est-ce qui va se passer dans vos métiers si vous réussissez à faire émerger ce que vous avez envie de voir émerger dans 10 ans. Et imaginez avec votre cerveau ce qui pourrait se passer dans 10 ans, même si ça n'arrivera pas exactement comme ça, eh bien, ça le rend plausible pour tout votre corps. Parce que vous passez dans un schéma cognitif qui vous simulez quelque part dans votre cerveau quelque chose qui va vous donner une autre façon de vous inscrire dans le réel. Et surtout de repérer dans le présent des signaux faibles, encore une fois, qui sont compatibles avec ce que vous avez envie de voir advenir. Donc c'est vraiment le point clé ici, c'est pas prévoir l'avenir, parce que ça on ne peut pas savoir ce qui va arriver, mais c'est ouvrir le présent grâce à un exercice de projection souhaitable. Ça va? Je vous ai perdu à ce stade ou pas? Voilà. Et c'est faire de la stratégie, en fait, tout simplement, si je devais le résumer. Alors maintenant, excusez-moi, peut-être que je vais enfoncer certaines portes ouvertes, et puis en tout cas, ce que je vais tenter de faire est assez prétentieux, résumer en quelques minutes le vivant. Parce que si on veut parler de biomimétisme, de l'art de s'inspirer du vivant, il nous faut peut-être partager quelques éléments fondamentaux qui constituent les dynamiques du vivant. Déjà, dire que tout ça a démarré sur Terre il y a au moins 3,8 milliards d'années, qu'il y a eu des tas d'espèces qui se sont déployées à partir d'un ancêtre commun, que les scientifiques appellent LUCA en anglais, pour l'acronyme Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun à toutes les espèces qui peuplent notre planète et qui arpentent nos territoires, qui vivent dans nos masses liquides, etc. Toutes descendent de LUCA. Ce qui veut dire que même les peuples racines qui disent peut-être on peut chasser, etc., mais respect parce que quelque part c'est la famille, les scientifiques quelque part occidentaux le disent aussi, c'est juste une question de pas de temps, des milliards d'années, certes. Et cette biologie a connu des tas de moments où il y a eu des disparitions massives qui ont ensuite été succédées par des radiations évolutives, des nouvelles espèces. Par contre, le pas de temps, c'est millions d'années. C'est pas le temps des humains, quoi. Nous, Homo sapiens sapiens, c'est 200 à 300 000 ans, maximum. D'accord ? Et puis, du point de vue de la science occidentale en tout cas, on va distinguer différents types de diversité du vivant, de biodiversité. La diversité des espèces qu'on va classer, donc ce qui fait que par exemple un ours brun est différent d'un ours blanc, ou un chien d'un renard, etc. Donc ça, c'est ce que la plupart des gens ressentent quand on parle de classification du vivant. C'est assez connu la plupart du temps. Différentes espèces, c'est à ça qu'on pense quand on parle de diversité. Mais il y a aussi au sein d'une même espèce une autre diversité qui est très importante, c'est la diversité génétique. Pourquoi ? Parce que s'il y a un goulot d'étranglement et qu'elle s'appauvrit, alors les individus se ressemblent plus ou moins génétiquement, et s'il y a une maladie par exemple qui les touche, la population a plus de probabilité de disparaître sur le long terme. Donc la diversité génétique, c'est l'assurance vie d'une espèce d'une certaine façon. C'est pour ça que le racisme est une aberration du point de vue de l'évolution. La race pure, c'est une race qui est amenée à disparaître. C'est l'hybridation, c'est la diversité qui crée la résilience d'une espèce.
Et puis, il y a un troisième niveau, dans un niveau de complexité plus grand, qui est, enfin plus grand au sens d'organisation, hein, pas importance, c'est les écosystèmes, la diversité des écosystèmes, les forêts. Alors dans les forêts, vous avez les forêts tropicales, les forêts méditerranéennes, les forêts tempérées. Tout ça crée aussi la diversité, évidemment, des milieux de vie. Et tout ça, en fait, s'agence un petit peu de manière enveloppée. Vous avez, par exemple, si vous prenez une forêt près de Nantes, moi je vais prendre un exemple près de Paris que je connais un peu, la forêt de Fontainebleau, où l'IUCN a été créée d'ailleurs, dans les années en 1946, je crois, ou 47. Vous avez donc, si je prends les cerfs, c'est une espèce, et l'ensemble des cerfs d'un endroit, on va appeler ça une population, sur un endroit donné, hein, la population de cerfs de la forêt de Fontainebleau. Mais il n'y a pas que des cerfs, il y a toutes sortes d'animaux, il y a des végétaux, il y a des insectes, etc. Et dans cet endroit-là, et pas ailleurs, hein, c'est ce qu'on appelle une communauté. Donc la communauté d'un endroit, ce n'est pas exactement la même que dans un autre endroit. Évidemment, si ces communautés ont des caractéristiques similaires, elles peuvent faire partie d'un grand ensemble qu'on va appeler un écosystème, et qui peut être donc un écosystème avec des caractéristiques similaires dans plein d'endroits. C'est ce qu'on appelle un biome. Le biome de la forêt mixte tempérée, par exemple, ou le biome de la forêt méditerranéenne. À Alger ou près de Marseille, ce n'est pas la même, mais ça a à peu près les mêmes caractéristiques. Ça va ? Je continue. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment, hein, si ce n'est pas clair ou s'il y avait des questions. Et des biomes, il y en a des terrestres et des marins, et vous avez une carte qui représente les grands biomes sur Terre comme dans les océans. Et l'ensemble, évidemment, des biomes forme la biosphère, qui a été ce concept de l'ensemble du vivant sur Terre, qui a été conceptualisé par Vardanavsky avec, en même temps que l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère pour le côté de la croûte terrestre, etc. Et aussi, Vardanavsky avait conceptualisé la noosphère. Est-ce que vous savez ce que c'est que la noosphère ? Levez la main si vous le savez. Noos. Non ? Les pensées, les modes de représentation, les cultures. Et la question clé à notre époque, c'est comment nos cultures doivent mieux prendre en compte les cycles des autres sphères. Le vivant, c'est aussi des réseaux. Alors de nos jours, ça nous parle, hein, les réseaux. Hein. Mais c'est des réseaux qui ne sont pas organisés n'importe comment. Vous avez des agents clés. Si on prend la théorie des réseaux, on va parler d'agents hein, pour être dans un bon niveau d'abstraction. Et ces agents clés, ça veut dire que s'ils ont un problème, comme ici par exemple le petit point que vous voyez là, eh bien c'est tout un réseau qui peut s'effondrer. Et un autre à côté qui peut être déstabilisé, qui va devoir se réorganiser. Le krill, par exemple, ça ressemble à une crevette, hein, c'est pas vraiment une crevette d'un point de vue biologique, mais ça y ressemble beaucoup. Eh bien, le krill, en zone subantarctique et dans pas mal d'endroits dans l'océan mondial, est mangé par plein d'organismes. Va brouter les algues, va être mangé par des poissons, par des manchots, par des grandes baleines. Et le krill, donc, est vraiment un agent clé des réseaux trophiques, ces réseaux alimentaires, c'est ce que ça veut dire, de pas mal d'écosystèmes marins. Et évidemment, le krill est mis en danger par le dérèglement climatique, puisque les larves de krill ont besoin de la banquise pour se protéger, et elle disparaît. Et ça introduit la notion d'espèce clé de voûte. Un peu comme la pierre d'une cathédrale, d'une voûte d'une cathédrale, si vous l'enlevez, vous risquez de voir s'effondrer une partie de l'arche. Eh bien, des espèces clés de voûte, on en a plein dans les écosystèmes. Merci les vers de terre pour les sols fertiles. Merci aussi les coraux qui construisent des écosystèmes tout entiers, qui sont favorables à plein d'autres espèces. Merci les arbres, évidemment, pas de forêt sans arbres. Et vous voyez aussi que, par exemple, un castor qui s'installe dans un bassin versant va contribuer au cycle de l'eau, puisque quand il y a des grandes précipitations, plutôt que l'eau qui aille rapidement dans une rivière et ensuite à la mer, le fait qu'ils mettent un barrage, il retient l'eau sur le territoire qui peut être utilisée plusieurs fois avant d'aller à la mer et recharger les nappes phréatiques en même temps. Il y a des expérimentations dans la vallée de la Drôme, il y a des estimations économiques qui ont été faites au Canada, aux États-Unis, sur l'importance économique de la présence sur un territoire des castors d'un point de vue de la régénération. Après, on peut discuter de la question de l'évaluation économique, etc. Mais tout ça, le message clé, c'est qu'il y a des espèces qui vraiment nous rendent de fief et service. Et pas que des espèces, les écosystèmes également. Et là, je vais prendre le point de vue le plus égoïste. Les bénéfices pour les humains. Eh bien, déjà, première chose, vous mangez, vous avez besoin de fibres pour vos vêtements, vous avez besoin également de molécules pour des médicaments, pour de la cosmétique, etc. L'immense majorité viennent des écosystèmes.
ou d'espèces qui ont été domestiquées à partir d'écosystèmes. Donc c'est ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, ce qu'on va pouvoir prélever, le bois, les fibres, l'alimentation, la pêche, etc. Services de régulation, une forêt qui pousse va stocker du carbone. Mais sur un bassin versant, elle va aussi réguler les grandes précipitations. Vous la coupez à blanc, vous risquez d'avoir des coulées de boue qui vont dévaster les infrastructures. Mais ici aussi, si jamais vous avez arraché toutes les haies, si vous n'avez plus de zones humides, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des inondations catastrophiques. Services de régulation. Des mangroves, il y a des études qui montrent quand il y a eu les tsunamis ou les grandes tempêtes, les cyclones, beaucoup moins de dégâts sur la côte quand il y avait des mangroves et des récifs en bonne santé que quand ils n'étaient plus là. Et beaucoup moins de décès aussi. Services de régulation. Services de soutien, vous êtes en train de respirer, grâce à qui? Il y a de l'oxygène. L'oxygène réagit très vite. Un taux d'oxygène de 21%, c'est impossible dans une atmosphère s'il n'y a pas quelque chose qui activement remet de l'oxygène. Et ça, c'est quoi? C'est la photosynthèse. Vous êtes en train de respirer un déchet qui est une ressource indispensable pour vous. L'eau plus du carbone, je fais ça rapidement, ça donne des sucres et de l'oxygène comme déchet. Ça, c'est aussi les grands cycles des éléments nutritifs qu'on va retrouver un peu partout et qui soutiennent en fait plein de systèmes vivants. Et puis service culturel, vous préférez quand même vous promener dans un joli paysage avec une forêt que dans un champ en monoculture, ou bien ça peut être un site sacré pour un peuple aussi, un arbre sacré, un site sacré, service culturel. Voilà comment on a essayé de rendre visible, parce que certains sont présents dans l'économie. Services d'approvisionnement, en général, pas trop mal. Services de régulation, ça commence avec le carbone. Un peu sur l'eau maintenant, parce que ça commence à devenir un vrai enjeu également, parce que c'est le thème de votre cycle. Mais alors le service de soutien, franchement, c'est très difficile à évaluer, en fait, économiquement. Et puis on se rend compte, surtout pour ceux qui seraient un petit peu inquiets, je fais partie de ceux-là de temps en temps, des possibles retours en arrière de notre époque très actuelle, il y a quand même un besoin du vivant qui est en train de s'exprimer, même inconsciemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même dans le langage des organisations, on est doucement en train de passer de métaphores mécanistiques, les rouages d'une organisation, ma boîte, les chaînes de transmission. Tout ça, c'est des métaphores qui viennent de l'industrie lourde du 19e et du 20e siècle. Et on commence à parler, des fois avec des excès de langage, de l'ADN d'une organisation, de l'écosystème d'acteurs, des jeunes pousses, pour parler aussi des startups, etc. C'est des métaphores biologiques. Et donc, comme on a pu le voir pendant la première crise de la Covid, particulièrement dans les environnements urbains, je fais partie de ceux qui pensent que face aux excès des impacts négatifs des révolutions industrielles, on a un besoin de retrouver une relation au vivant. Et ça se traduit par des événements de plus en plus nombreux autour du vivant, par des ouvrages, des succès internationaux même. Qui aurait imaginé qu'un livre sur les arbres ait un tel succès international il y a ne serait-ce que 20 ans? Et je participe aussi évidemment à toute cette dynamique-là. Mais aussi des concepts comme la permaculture, donc qui était avant très très ancré dans des questions de production agricole durable. Et maintenant, on voit des organisations qui n'ont rien à voir avec des systèmes productifs agricoles commencer à se saisir de ces concepts-là. La perma-entreprise, comme Norcis par exemple, qui a développé, qui est un acteur du digital, pas du tout de l'agriculture, et qui développe depuis plusieurs années des méthodologies pour que l'esprit de la permaculture rentre aussi dans d'autres chaînes de valeur. Mon amie Isabelle Delannoy qui nous parle d'économie symbiotique. Donc voilà, où il y a pas mal de choses qui commencent, toujours signal faible, qui commencent à essayer de se structurer autour de cette idée de créer de la valeur différemment. Je vais doucement tendre vers le biomimétisme, mais avant ça, on va se rappeler pourquoi c'est important de se poser ces questions-là. Voici notre système Terre, vu de l'espace. Un système relativement fermé du point de vue des cycles de la matière, relativement ouvert quand même du point de vue de l'énergie, puisqu'il y a l'énergie solaire qui arrive, un peu de radiation, c'est retenu par l'atmosphère grâce à l'effet de serre, qui est une bonne chose pour la Terre. C'est la déstabilisation de l'effet de serre qui est un problématique, mais l'effet de serre lui-même est au contraire extrêmement favorable aux vivants. Et sur cette vision de la Terre que découvrent les astronautes, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'entre eux, surtout à l'époque où j'étais chez Cousteau, eh bien nous, qu'est-ce qu'on fait humains? On projette. On projette nos frontières à nous, qui ont évolué au cours de l'histoire, et on fait un truc un peu bizarre, quoi.
où finalement, est-ce que le vol des oiseaux, est-ce que les migrations des poissons respectent les projections humaines de nos frontières? Et on voit aussi, même par rapport à la colonisation à ses effets, qu'il y a des pays qui sont vraiment issus en fait, de découpage d'un trait sur des cartes, et avec tous les problèmes que ça crée ensuite d'ailleurs. Et il y a aussi une puissance extraordinaire qui a commencé à émerger dès le néolithique. Donc ce qu'on est en train de vivre là, l'origine, quelque part, c'est pas juste la révolution industrielle. C'est le moment où les chasseurs-cueilleurs, qui étaient nos ancêtres, ont commencé à domestiquer la plante et l'animal. Automatiquement, la relation a changé. On n'est plus dans une relation transactionnelle avec les chamans, avec les esprits des anciens, pour que l'animal puisse s'offrir aux chasseurs. Et il n'y avait pas d'idée de séparation radicale entre d'un côté l'humain et de l'autre côté le non-humain. Mais à partir du moment où on maîtrise la plante, l'animal, la terre, alors la relation change. Et même d'un point de vue religieux et d'un point de vue de l'organisation sociale, on peut voir en archéologie des changements. Des divinités d'abord plutôt féminines, de fécondité, parce que l'agriculture, évidemment, de plus en plus de structuration sociale. Au début, dans les tombes, les hommes et les femmes, dans pas mal de zones, sont traités de manière égale. Et au fur et à mesure du développement des civilisations urbaines, eh bien, on voit un traitement différent. On voit une masculinisation aussi des divinités, de plus en plus guerrières. Et on se retrouve aussi, avec les révolutions industrielles, un accès à une énergie extraordinairement concentrée et puissante, qui nous donne des outils de transformation du monde absolument gigantesques. Plus rien à voir avec le couplage avec l'énergie solaire. Maintenant, on est dans l'énergie solaire du passé qui a été enfermée et concentrée dans la lithosphère grâce aux hydrocarbures et au charbon, et des instruments de transformation du monde jusqu'à même des transformations assez radicales. Tout ça, c'est en quelques minutes, peut-être partager particulièrement avec les plus jeunes d'entre vous, une perspective de l'aventure humaine, quelque part, qui est en train d'atteindre un point où on se rend compte de quelque chose d'assez fondamental, les limites. Et ça fait mal, parce qu'il y a une promesse de la Renaissance qui est en train de se clôturer. L'importance de la liberté individuelle. Et là, il y a un bémol. Oui, mais inscrite dans des limites. Et on redécouvre les limites. Ça, c'est Bruno Latour qui le disait. Hein. Ce n'est pas juste Tariq Shekshak. Je vous partage simplement quelques parfums de cela. L'eau, eh bien, si on ramenait volume sur volume l'ensemble de l'eau sur Terre, voilà à quoi ça ressemble. Tout le volume d'eau, tous les océans, les glaciers, etc. Et si on prend juste le tout petit point de l'eau douce disponible, l'eau de surface par exemple, c'est le dernier petit point que vous voyez là. Et l'infographie que vous voyez là, c'est les tensions par rapport à l'accès à l'eau douce dans le monde entier. Évidemment, plus on est dans le rouge, plus c'est grave, rapporté à la population du monde, les proportions. Et vous voyez qu'on est vraiment dans des enjeux très importants par rapport à l'eau, puisque c'est votre thème, et avec non seulement un manque d'accès à l'eau, mais beaucoup de maladies également, une personne sur 9 qui n'a pas accès à l'eau potable, et beaucoup de maladies, 80%, sont liées directement ou indirectement à des mauvaises conditions sanitaires de l'eau. Autre invitation à concevoir différemment, des continents qui ont été très transformés par les activités humaines depuis le néolithique. Plus on est sur la carte que vous voyez là, le vert, c'est ce qui est resté sauvage. Et plus on est dans le rouge ou le brique, c'est des transformations récentes liées aux révolutions industrielles. Donc une accélération de la transformation des continents. On a la même chose dans les océans. Et une étude qui montre, pas d'un rapport d'ONG militante, on est vraiment dans des revues par les pairs, où les auteurs se sont amusés à comparer le poids sec de tous les arbres et arbustes, par exemple, présents sur Terre. On enlève l'eau pour pouvoir comparer, par rapport à toutes les infrastructures construites par les humains. On a 900 gigatonnes d'arbres et arbustes pour 1100 gigatonnes d'infrastructures, béton, goudron, etc., produites par les humains. Et en fait, on considère que la technosphère a débordé sur la biosphère. Et les premières causes de disparition de la biodiversité, c'est le changement d'affectation des sols et des espaces naturels. C'est l'urbanisation, l'agriculture intensive, etc. La deuxième cause de disparition de la biodiversité, c'est la surexploitation des espèces. Puis viennent les pollutions, le dérèglement climatique
et les espèces invasives. Et évidemment, il y a des effets transversaux. Je vous parlais des services écosystémiques. Là, vous avez une étude qui vous montre l'état des services écosystémiques en métropole. Et on considère qu'une bonne partie des services écosystémiques sont dégradés ou menacés. Alors maintenant, après avoir dit tout ça, on va finir juste avec celle-ci peut-être, c'est la quantité de matière nécessaire pour assurer le niveau de vie moyen d'un Français ou d'une Française. Moyen, avec d'énormes disparités en fonction des revenus et du niveau de vie, évidemment. Mais c'est 14 tonnes à peu près par an. Ça comprend toutes sortes de matériaux. On fait la moyenne de tout, y compris les granulats, le béton, etc. Il y a des choses qui sont plutôt renouvelables potentiellement et d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'il y a aussi là-dedans l'alimentation, par exemple. 14 tonnes par an et par Français en moyenne. Ça a baissé, c'est en train de remonter un petit peu, de se stabiliser. Tout ça pour dire, et on va finir avec le biomimétisme, qu'on est dans une situation où on a créé de la valeur, mais en détruisant un autre capital qui est le capital naturel. 6e extinction de masse, destruction de la biodiversité, et qu'évidemment, le risque, c'est de se dire, à chaque fois qu'on rencontre une limite planétaire, ah ben tiens, on a développé une molécule qui détruit la couche d'ozone. Ah, on va trouver une alternative. Et puis finalement, cette alternative, elle a un effet de serre extrêmement important. Et en fait, on se retrouve sans comprendre le système qui nous accueille, à trouver des solutions qui deviennent les problèmes du lendemain, ce qu'on appelle un transfert d'impact. Alors l'idée, c'est au minimum de ralentir cette tendance, parce que sinon on voit bien que l'effet d'entonnoir, à un moment donné, ça va être un peu difficile d'avoir une marge de manœuvre pour s'adapter. Et on voit de plus en plus des propositions qui peuvent faire sourire au début, mais qui disent quelque chose d'assez profond aussi. L'envie de ne pas simplement arrêter les impacts négatifs, mais de réparer, de régénérer, de réouvrir l'espace de manœuvre, pour nous et pour nos descendants. C'est toute la notion autour de l'économie régénérative qui est en train d'émerger un petit peu en ce moment. Alors l'art de s'inspirer du vivant dans tout ça, après ce long constat en commun, c'est vieux comme l'humanité. S'inspirer du vivant, on n'a pas attendu l'époque récente pour le faire. Sapiens sapiens a grandi au milieu d'autres espèces, a observé les termites en Afrique construire leur termitière, l'ours des cavernes utiliser les cavernes, les attaques des prédateurs, les dents, les griffes, etc. Très probablement, on s'est inspiré du vivant depuis l'aube de l'humanité. Il y a des exemples plus contemporains, comme par exemple Georges de Mestral, qui se promène en Suisse avec son chien à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50, et qui constate encore une fois qu'il faut enlever du poil du chien les fleurs et graines de barbane. Vous savez, comme on a souvent sur nos pulls et tout ça, les chaussettes, quand on se trimballe à la fin du printemps. Eh bien, évidemment, il regarde avec une petite loupe et il voit les crochets de la fleur de barbane qui s'accrochent parfaitement au poil un petit peu anarchique du chien. Et c'est comme ça que le velcro a été mis au point. On pourrait se dire, bon, le velcro, c'est connu, etc. Mais sachez qu'en Allemagne, par exemple, il y a des velcros industriels capables de soulever plusieurs tonnes qui sont en cours d'expérimentation. Donc parfois, une innovation qu'on connaît depuis longtemps, elle n'a pas forcément donné tout son potentiel. Mais là, on n'est pas dans le biomimétisme, on est dans la bio-inspiration, et je clarifierai le terme tout à l'heure. Il y a deux grandes façons de s'inspirer du vivant. Soit j'ai déjà un modèle vivant, source d'inspiration, comme la fleur de barbane. Un autre exemple, c'est la feuille de lotus, par exemple, incroyable, elles sont capables de s'auto-nettoyer. J'ai déjà le modèle. Le challenge, maintenant, ça va être de retirer, de comprendre comment ça fonctionne, comment ces fonctions d'auto-nettoyage, par exemple, sur la fleur de lotus, la feuille de lotus, pardon, fonctionnent, et d'en retirer des principes de conception abstraits que je vais pouvoir transposer dans un autre contexte. Ça va ? Mais j'ai déjà le modèle. Il y a plusieurs étapes, je reviendrai dessus tout à l'heure quand je parlerai méthode. Là où c'est plus dur, c'est que j'ai un problème à résoudre, mais je n'ai pas le modèle. Je ne sais pas quel modèle vivant pourrait me servir d'inspiration. Donc il y en a un qui est plutôt orienté à partir d'un modèle biologique et l'autre qui est plutôt orienté à partir de la résolution d'un problème. Un exemple classique de bio-inspiration, de résolution de problèmes, c'est le Shinkansen, le TGV japonais qui devait traverser des régions montagneuses avec pas mal de tunnels, compression à haute vitesse de l'air dans les tunnels, avec pas mal de conséquences de vibrations, de nuisances sonores, etc. Et il s'avère que dans l'équipe de conception, il y avait un ornithologue amateur qui avait
pensé à expérimenter chez différents oiseaux, dont par exemple le martin-pêcheur, comment ça se passait pour gérer la pénétration d'un milieu moins dense dans un milieu plus dense de l'air dans l'eau pour aller chasser les poissons. Il a besoin d'être très efficace, que s'il fait des ondulations trop importantes, les poissons ont une ligne latérale qui détecte les ondes, il a moins de succès de chasse. Il doit être rapide et faire le moins possible d'ondes. Et c'est comme ça que la forme de la locomotive, mais aussi les rainures sur le long de la locomotive sont inspirées de la forme de la tête, mais aussi des rainures du bec du martin-pêcheur, la série 500 du Shinkansen. Ce qui est plus récent, c'est le fait de mettre une intention d'éco-conception dans cette démarche-là. Et c'est cela qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est le sous-ensemble éco-conception de la bio-inspiration. Et souvent, dans le grand public ou même dans les médias, ce n'est pas compris ça. On va mélanger un petit peu ces deux termes. Et ça, c'est une Américaine, Janine Benyus, qui en 1997, dans un ouvrage qu'elle a écrit, pose cette intention de RSE et d'éco-conception dans la démarche. L'idée, ce n'est pas d'innover pour innover, en s'inspirant du vivant, parce qu'on peut continuer très bien à faire des choses avec des produits toxiques, avec des tas de problèmes environnementaux, mais inspirés du vivant. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est vraiment de résoudre les grands problèmes de l'époque grâce à ça. Et donc, pour résumer, vous aurez cette présentation, si vous le voulez, en PDF, donc si jamais vous voulez revenir sur tout ça. Vous avez donc la bio-inspiration. Elle peut être faite de manière empirique ou outillée, on parlera des outils tout à l'heure, et à ce moment-là, quand on a une méthode pour faire de la bio-inspiration, on appelle ça la biomimétique. C'est le fait d'être outillé. Vous avez aussi des sous-ensembles qui se sont créés au fur et à mesure de l'histoire. Dans les années 50, quand j'ai fait une interview pour France Inter, ils m'ont ressorti des sons d'archives des années 60, où on parlait de bionique pour parler de bio-inspiration. Et puis, dans les années 70-80, il y a eu une grande série qui a eu un succès international qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Et de plus en plus, le terme bionique a été réservé à la robotique et aux prothèses biomédicales. Mais dans les années 60, ça voulait dire bio-inspiration. Et pour complexifier encore un peu les choses, en Allemagne, on parle toujours de bionic pour parler de bio-inspiration en général. Mais chez nous, c'est plutôt robotique et prothèses biomédicales. Et donc la partie éco-conception, c'est ça qui fait le biomimétisme. Ce que vous voyez au centre. Ça va? Jusque-là maintenant, je ne vous ai pas trop perdu? Je peux continuer ou est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Est-ce qu'on a un micro qui peut circuler facilement en cas de question? Oui? N'hésitez pas à m'interrompre. Alors je continue. Il y a 3 grandes façons d'essayer de résoudre des problèmes de points d'entrée quand on fait du biomimétisme ou de la bio-inspiration en général. Soit je suis plutôt intéressé par l'aspect physique, la forme d'un coquillage, d'un arbre, qu'est-ce que je peux en apprendre, le bec du martin-pêcheur. Ou alors je vais plutôt m'intéresser pas tellement à la forme, mais au processus un peu particulier qui est en train de se passer. Par exemple, la photosynthèse. Je me fiche un peu de la forme de la feuille. Ce qui m'intéresse, c'est imiter le processus chimique de la photosynthèse. Il y a des liens parfois entre ces 2 dimensions. Mais par exemple, les architectes, les designers d'objets vont plutôt rentrer par la porte de la forme, alors qu'il y a d'autres possibilités. Si on est dans l'algorithme, par exemple, on se fiche un peu de la forme. Ce qui va compter, c'est plutôt le processus et être capable de le modéliser. Le processus de fonctionnement d'un banc de poissons, par exemple. Et pas tellement la forme des poissons. Ça va? Et puis, il y a une 3e couche qui est vraiment le cœur du biomimétisme, c'est le cahier des charges qui semble émerger de ces 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs du vivant. Et on va revenir à votre thématique, par exemple, l'eau comme solvant. Plutôt que des solvants chimiques qui peuvent être très efficaces, mais toxiques également, la chimie du vivant est basée sur l'eau. Le déchet qui devient une ressource, le déchet de l'un devient une ressource pour l'autre. On ne dit pas comment le faire, c'est une sorte de cahier des charges émergent. Et ça, c'est la 3e porte d'entrée qui doit normalement influencer tout le reste. Je vais vous donner des exemples précis pour illustrer tout ça. Et je vais vous faire travailler aussi un peu dans quelques minutes. Alors, on a la figure de Léonard de Vinci, bien sûr, chez nous. Peu de gens savent que même Gustave Eiffel, indirectement, a travaillé avec la bio-inspiration, puisqu'il a fait appel à un ingénieur allemand qui a étudié la coupe sagittale du fémur humain
pour voir où était répartie la matière pour un maximum de solidité avec un maximum aussi de légèreté par rapport à l'os. Et particulièrement la hanche qui doit supporter une bonne partie du poids du corps. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se... Voilà, excusez-moi. Antonio Gaudí, c'est intéressant parce que là, c'est un mélange de ce qu'on appelle biophilie, donc rappeler les formes du vivant pour des raisons esthétiques, et analyse structurelle. Donc on peut coupler aussi, si on fait l'imitation du vivant pour des raisons purement esthétiques, ce n'est pas la même chose que si on essaye avant tout de résoudre un problème fonctionnel. Mais on peut mélanger les deux. Et maintenant, j'ai un petit quiz pour vous. Je vous parle d'une structure, d'un organisme ou d'un morceau d'organisme d'ailleurs. Ça peut être végétal, animal. C'est une structure de protection qui peut encaisser de très nombreux chocs, de 500 à 600 par jour, fréquence et vitesse élevées, 20 Hz, 4 mètres par seconde, une structure très légère, 100 grammes, et qui est capable de subir une décélération de 1200 G. À quoi vous pensez? Est-ce que vous avez des idées? Ah, très bien, direct. Effectivement, la tête du pivert. Vous imaginez un petit peu pour le cerveau de l'animal, là? Tous ces chocs à répétition? Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il a une langue qui fait élastique, qui fait le tour du crâne, qui sert d'amortisseur. Ça, c'est une chose. Ensuite, quand on analyse la structure de son bec, il y a des structures qui vont dissiper les forces et les diriger dans les endroits les moins problématiques. Plutôt que ça aille vers le cerveau, ça va aller vers le bas du crâne. Donc des structures dissipatives, quelque part. D'accord ? Donc on peut aussi bien imiter ces deux aspects, hein, l'aspect élastique que l'aspect structure qui vont orienter les ondes qui peuvent poser problème dans un endroit particulier et les dissiper ensuite pour éventuellement mettre au point des choses pour les travailleurs qui vont travailler par exemple avec des marteaux-piqueurs ou pour des casques de protection, etc., etc. Très bien. Et maintenant, structure déployable, ouverture-fermeture rapide en 1/10 de seconde, très compacte et déformable. C'est en 5 plis, en fait, on arrive à le compacter et ça peut s'ouvrir avec très grande rapidité. Et c'est très stable. Alors ? Pas d'idée, tentez. Une chauve-souris, ouais, pourquoi pas. C'est pas une chauve-souris, une ? Ouais, on n'est pas loin. Alors la libellule, elle n'a pas besoin de compacter. Elle a déjà ses ailes déployées. Exactement. Bon, vous êtes trop fort, hein. Ou alors vous avez déjà vu des conférences en ligne. La coccinelle. Sous les élytres, en fait, vous avez une structure qui est repliée, et plein d'insectes, en fait, ont ce type de fonctionnement, et qui peut se déployer grâce au liquide physiologique. Ça peut être toutes sortes de choses. Si vous transposez ça dans un autre domaine, ça peut être de l'eau, de l'air, etc. Très, très rapidement. Effectivement, c'est très intéressant comme modèle, et ça peut inspirer des tas de choses. Hein. Déjà, comprendre comment les pliages créent une tension emmagasinée qui va pouvoir se libérer au moment où la structure de protection s'ouvre, donc auto-libérer sans consommation d'énergie pour cela. C'est vraiment le fait que vous travaillez sur les tensions qui va provoquer en fait le déploiement. Et puis, évidemment, ça peut servir sur le principe d'origami, pour un packaging, aussi bien que pour le déploiement de panneaux solaires spatiaux, par exemple. Pour rester dans l'eau, j'ai rajouté ça juste tout à l'heure, hein, parce que j'ai vu que votre thématique, c'était l'eau. Là, vous avez un exemple qui vient de la baleine à bosse. La baleine à bosse est très intéressant parce qu'elle a des nodules sur ses pectorales, c'est pas pour ça qu'on l'appelle baleine à bosse. Et un ingénieur qui était allé faire du wall washing était un peu surpris que les nodules que vous voyez là, sur la pectorale, ne sont pas sur le bord d'attaque, mais sur le bord de fuite. Et donc, du point de vue de la dynamique des fluides, il ne comprenait pas trop, c'était a priori pas très logique. Et en analysant un petit peu ce qui se passait, ils se sont rendus compte qu'il y avait autour de ces protubérances, sur le bord de fuite, des vortex qui se créaient, qui facilitait les écoulements laminaires sur le côté. Et que ça expliquait la manœuvrabilité de la baleine beaucoup plus grande, particulièrement dans des espaces contraints quand elle est en train de se nourrir. Et là où c'est intéressant, c'est que
on voit un petit peu la démarche de conception. L'idée, ce n'était pas d'appliquer ça forcément dans de l'eau, même si ça a été fait par la suite sur des foils, par exemple, mais de le mettre sur des éoliennes. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Donc le prototype a permis une plage d'usage beaucoup plus grande, une efficacité plus grande à faible vent, par exemple, et beaucoup moins de nuisances sonores également quand c'est en fonctionnement. Et là où c'est intéressant, c'est que ça a été testé, il y a des publications, etc. Ça n'a jamais dépassé le cadre du prototype. Pourquoi? Pas parce que l'idée n'est pas bonne, parce que les carnets de commandes des éoliennes sont pleins, que les machines avaient été dimensionnées pour faire autre chose, et que ça ne valait pas la peine, à cette étape-là, de prendre le risque de transformer la chaîne de production. Mais ça marche. Et ça a été appliqué ensuite, ce même concept, dans d'autres situations. Par exemple, sur des vélos, pour gérer les vents latéraux de meilleure manière. C'est le même principe de conception appliqué dans un autre domaine. Et la principale valeur de la bio-inspiration, c'est d'être capable de faire ça, de prendre une recette de conception. C'est ça qui a le plus de valeur. Ce n'est pas tellement l'application dans un contexte donné, c'est la recette de conception qu'on va appliquer ensuite dans des domaines où les caractéristiques de la problématique sont similaires. La gestion, par exemple, des flux aquatiques, aériens, etc. Ça va? Je vous donne d'autres exemples. Donc on est plus sur la forme et le processus, là, en même temps. Il y a deux informations. La forme des petites protubérances et le processus de vortex créé qui facilite les écoulements laminaires. Là, c'est un exemple qui nous vient d'un ingénieur qui est décédé maintenant, M. Drevet, qui avait fait l'observation que chez les poissons, pour se déplacer dans l'eau, il n'y avait pas d'hélice. C'est quoi qui sert aux poissons pour se déplacer dans l'eau? C'est des queues. Et c'est la même chose chez les mammifères marins, qui ne sont pas des cousins des poissons. Et donc on se rend compte que plein d'organismes, y compris pas apparentés du point de vue de l'évolution, en tout cas c'était il y a tellement longtemps qu'on peut rendre ça négligeable, eh bien, développent des membranes ondulantes pour se déplacer dans un liquide. Ça, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. C'est-à-dire que l'évolution, par des chemins différents, a conduit au même style de réponse. Et ça, c'est vraiment précieux. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que sur une autre planète, s'il y a de la vie aquatique, on puisse retrouver des structures qui ressemblent à ce que nous, on appelle des nageoires ou des queues. C'est la même chose avec les insectes, les mammifères, les oiseaux, pour le déplacement terrestre. De quoi je parle là? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Essayez de me donner un principe de conception sur, voilà, j'ai un challenge, je dois me déplacer sur un milieu terrestre. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai là pour faire ça? Parlez un petit peu fort. Essayez, soyez pas timide, on est entre nous. J'utilise quoi? C'est quoi ça? Des pattes. Maintenant, je vous empêche d'utiliser un mot de biologie. D'un point de vue d'ingénieur, c'est quoi? Il n'y a pas une bonne réponse ou une fausse réponse. C'est vous pousser à l'art de l'abstraction. C'est ça la clé du biomimétisme. C'est quoi? Des piliers? Ouais. On commence à s'en approcher. Si je dis des segments articulés, ça vous va? Voilà. Il y a des segments articulés. Il y a plusieurs types d'articulations. Je peux creuser ensuite. Il y a des segments de différentes tailles. Il peut y avoir 2 segments articulés. Il peut y en avoir 4 pour une gazelle. Il peut y en avoir même beaucoup plus pour des insectes. Mais à chaque fois, c'est des segments articulés. Convergence évolutive. D'accord? Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne maintenant? Et l'art de l'abstraction, c'est ça. Parce que si je dis tu devrais mettre des pattes à un concepteur, peut-être que ça ne va pas le faire. Ou tu devrais mettre des queues de poisson, ça ne va pas le faire peut-être. Mais si je dis tu mets une membrane ondulante, je provoque un déblocage cognitif. Ou j'ouvre un champ des possibles. Et en fait, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand ils ont fait leur hydrolienne, que vous voyez là, malheureusement, ils ont fait faillite récemment. Ça, s'ils sont passés par la vallée de la mort. Donc voilà l'hydrolienne qu'ils ont mis au point. Je vais arrêter le son parce qu'il est un peu fort. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, ils ont essayé de reprendre la forme des queues de poisson. Mais en fait, ça n'ajoutait pas grand-chose. Le plus important, c'était l'ondulation, en fait, et de la piézoélectricité provoquée grâce à l'ondulation. Et une fois qu'on a commencé à rentrer en abstraction et qu'on parle de membrane ondulante, alors on peut changer après, dans les phases de prototypage, d'idéation, changer la forme.
Peut-être que ce n'est pas une membrane carrée ou rectangulaire, peut-être que ça peut être une membrane circulaire. Et des tas d'applications deviennent possibles. Je remplace la turbine par une ondulation. Et ça a donné par exemple une pompe, Wevera, à partir de la même idée, hein, de la même analyse. Hein. Et regardez comment elle fonctionne. Quand j'ai montré ça aux ingénieurs de Volvo, je peux vous dire qu'ils ont contacté Wevera juste derrière. Ça a des tas d'avantages. Moins de stress mécanique, plus de finesse aussi dans la fréquence. Et alors ensuite, évidemment, vous pensez fréquence, finesse, subtilité, une pompe cardiaque. C'est pas mal pour une pompe cardiaque quand même. Et là, vous avez une autre société qui a été créée, CoreWave, qui, selon le même principe de conception, a développé une application pour des pompes cardiaques. Et vous voyez comment finalement le plus précieux dans le biomimétisme, c'est la recette de conception au bon niveau d'abstraction. Parce qu'après, ça vous ouvre encore une fois les voies pour aller trouver des applications dans des domaines extrêmement variés. Et là, on revient à la fonction initiale du poisson ou du mammifère marin, la mobilité dans un déplacement dans un liquide. Et on a une start-up française, Phoenix, qui a développé un moteur avec ondulation. Au départ, c'était un petit moteur que vous voyez en fonctionnement là. Puis ils ont développé un 150 chevaux. Et pour la petite histoire, ils étaient extrêmement fiers parce que pendant les Jeux Olympiques, le bateau qui a fermé en fait, le défilé sur la Seine avec Serena Williams et Rafael Nadal était propulsé par un moteur Phoenix. Voilà comment un concept peut se décliner dans un principe de conception peut se décliner dans plein de concepts. Sur la question des matériaux, maintenant, je vais aussi vous partager, puisque je suis avec des ingénieurs, a priori une culture ingénieure, des choses peut-être un peu plus profondes que ce que je partage en général dans des conférences de découverte, sur ce qui explique le succès des matériaux du vivant, par exemple. Et les matériaux, c'est vraiment un sujet extraordinaire parce que vous en avez absolument partout. Les matériaux, on est entouré de matériaux, cette table, les fibres, les matériaux mous, durs, des gels. Et le vivant, c'est pareil, hein, des poils, des peaux, des écorces, des ongles, des cornes, etc., etc. Et aussi des coquilles. Et une des céramiques les plus résistantes, pas simplement dans le monde vivant, mais même si à épaisseur égale on compare au monde technologique, c'est la céramique de l'ormeau qu'on va retrouver sur nos côtes. Et c'est intéressant de voir quand on analyse l'ormeau qu'il y a plusieurs choses qui expliquent cette solidité à partir d'éléments constitutifs qui au départ sont fragiles, qui n'ont pas cette propriété intrinsèque, c'est pas du titane quoi. C'est l'agencement qui provoque cette émergence. Et il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des petites tuiles qui sont juxtaposées avec une sorte de mortier souple, des tuiles dures avec un mortier souple autour. Et vous avez aussi l'alternance de couches dur, tendre, dur, tendre, dur, tendre. Ça veut dire que quand il y a un choc, par exemple, il peut y avoir éventuellement déjà une certaine forme d'élasticité qui permet d'absorber une partie du choc. S'il y a une fracture, elle va être arrêtée à la couche tendre, sous-jacente. Et donc le fait de jouer par différentes organisations horizontales et verticales, c'est ce qui provoque l'émergence des propriétés de la coquille d'ormeau. Et on va retrouver ça de manière assez classique, où on va alterner des coefficients de souplesse ou de rigidité à différentes échelles et jouer sur le côté cristallin ou amorphe pour faire émerger des propriétés. D'accord ? Donc non seulement sur le côté multicouche, mais aussi dans la composition de la substance. Donc jouer sur cristallin amorphe et souplesse rigidité. Et on peut déjà avoir pas mal d'émergences différentes. Et puis évidemment, un des grands écueils pour s'approcher de la propriété des matériaux du vivant, c'est la structuration complexe à différentes échelles. C'est-à-dire que contrairement à la culture de la révolution industrielle, même si c'est en train de changer avec les impressions 3D, on n'a pas le moule et on remplit de matière. On a une structuration par fabrication additive et donc extrêmement complexe, où vous avez des molécules qui s'organisent en fibrilles, en plaquettes, etc., etc., jusqu'à avoir, par exemple, ici dans le cas du homard ou de la langouste, c'est pareil, la carapace. Tout ça à partir d'éléments en général, toujours pareil, plutôt fragiles, mais qui, organisés de manière complexe, finissent par provoquer les propriétés qui nous intéressent.
Et cette structuration fine de la matière, c'est un des grands enjeux de la science des matériaux quand on veut s'approcher des performances du vivant. Je vais vous donner un exemple. Vous avez ce bleu magnifique qui est une couleur structurelle. C'est quoi une couleur structurelle? C'est une couleur qui n'est pas due à un pigment, qui est due à une filtration des longueurs d'onde. En fait, la longueur d'onde qui traverse la matière ou qui est réfléchie par la matière, c'est la longueur d'onde bleue. Donc le morpho ne mise pas sur de la substance en plus pour créer cette couleur, il mise sur une structuration de sa surface. Et c'est étudié entre autres par Serge Berthier en France. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Vous prenez donc un petit échantillon d'ailes de morpho, vous avez des écailles, vous prenez un tout petit échantillon de cette écaille jusqu'à l'échelle nano, où vous voyez ces espèces de peignes. C'est là où la filtration de la lumière va se faire. Alors c'est plus facile d'obtenir du bleu que du blanc, par exemple. Ça dépend des longueurs d'onde, il y a des vrais enjeux. Le bleu structurel, on sait faire. Le blanc structurel, ou le rouge même, etc., c'est déjà un peu plus complexe. Mais c'est ce qu'on appelle en fait les métamatériaux. C'est des matériaux qui vont gérer les ondes et provoquer des effets que l'on désire. Ça peut aller jusqu'à des effets d'invisibilité. Ça peut être annuler, par exemple, les sons ou transformer les sons. Là, on parle surtout de la lumière. D'accord ? Et donc ça, c'est un grand enjeu, les métamatériaux, parce que dans le vivant, on en retrouve vraiment pas mal. Et c'est aussi, évidemment, pour tout ce qui est application militaire, etc., extrêmement intéressant. Maintenant, on va faire un focus plutôt sur les processus. Je parlais de la photosynthèse. Et quand on analyse, par exemple, la répartition de la matière dans le vivant, c'est intéressant d'aller chercher des organismes qui poussent les contraintes assez loin. Par exemple, les oiseaux. Les os d'oiseaux, ils sont dans un champ de contraintes où, en même temps, je dois être solide, surtout si je suis un rapace qui doit être capable de foncer à grande vitesse sur une proie, et en même temps léger, parce que si jamais je suis trop lourd, je vais dépenser beaucoup d'énergie. Et donc, évidemment, quand on analyse les os d'oiseaux, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Mais néanmoins, c'est solide. Et toute une dimension du design qu'on appelle le design paramétrique consiste à retirer des algorithmes, des règles de décision sur comment positionner la matière seulement là où c'est nécessaire. Toute cette question des algorithmes, c'est tout un champ. Et peu de gens se rendent compte que même l'intelligence artificielle n'existerait pas s'il n'y avait pas à la base des algorithmes neuronaux, des algorithmes même de sélection naturelle, pour pouvoir finalement modéliser, au moins d'un point de vue stochastique. Là, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'intelligence pour le moment, de mon point de vue, mais bon. Mais en tout cas, tout ça est basé quand même sur des algorithmes bio-inspirés. Et il y a un ouvrage que je vous ai mis là, qui date déjà de quelques années, qui ne traite que de ça. L'aspect algorithmique. Comment fonctionne un banc de poissons? Comment fonctionne un vol des tourneaux? Qu'est-ce que je peux en retirer comme règles qui pourraient me servir dans des contextes très variés? Alors, maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Faire du verre dans de l'eau à température et pression ambiante, ça sera possible en 2030, en 2040, après 2050, ou peut-être que c'est déjà fait. En sachant que pour le moment, donc, la plupart des procédés pour faire du verre, c'est plus de 1000 degrés Celsius. Donc, qui pense qu'on est capable de faire du verre dans de l'eau? Levez la main. Est-ce qu'on le fait déjà? Est-ce que c'est après 2050 qu'on pourra le faire? Levez la main au fur et à mesure, juste pour prendre la température. Qui pense que ça sera en 2040 qu'on pourra le faire? 2030? Eh bien, on le fait déjà. Et on le fait déjà grâce à quoi? Grâce à l'observation du vivant. On n'est pas capable de faire des doubles vitrages, je vais en dire quelques mots, mais c'est quand même quelque chose d'assez symbolique, cette percée-là. Ce que vous voyez là, ce sont des diatomées. Des diatomées, c'est des micro-algues. Pour voir ces formes-là, vous avez besoin d'un microscope. Elles ont des formes extraordinaires. Et déjà rien que ça inspire des designers, des architectes, il y a des tas de projets qui s'inspirent des diatomées. Mais là, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la forme. C'est le fait que leur coquille, leur frustule, est faite en verre. Les diatomées vivent dans de l'eau, y compris de l'eau très froide parfois, et elles sont capables de faire du verre dans de l'eau à partir de la silice dissoute dans l'eau. L'autre organisme que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une corbeille de Vénus, à peu près cette taille.
C'est une éponge marine qui a des millions d'années, qui fait là aussi un magnifique squelette en verre. Donc, Homo sapiens sapiens autoproclamé est-il capable de faire comme une algue ou une éponge du verre dans de l'eau? Eh bien, quand on s'intéresse à ces organismes et qu'on étudie le procédé, eh bien, Jacques Livage, au Collège de France, qui est décédé il y a peu de temps, Clément Sanchez, maintenant, travaille sur ce qu'on appelle le procédé sol-gel. C'est de la polymérisation, où la silice, en fait, est précipitée sous forme de verre. C'est des bains, pour le moment, où on va pouvoir faire des recouvrements de verre sur différents types de supports. Il y a des applications industrielles, ça reste vraiment très émergent, hein. On a le toit de l'Opéra de Pékin, par exemple, qui a été en partie revêti comme ça, pour des propriétés plutôt auto-nettoyantes. Vous avez certaines semelles de fer à repasser, par exemple, aussi, qui sont comme ça. Et en fait, là où c'est vraiment, vraiment intéressant de mon point de vue, c'est que ça ouvre un champ des possibles qui était inimaginable à 1000 degrés. Vous pouvez associer du verre avec d'autres matériaux, parce qu'à 1000 degrés, vous cramez tout. Là, vous pouvez imaginer des fibres de lin recouvertes de verre. Vous pouvez imaginer, c'est déjà en train d'être expérimenté, des bactéries à l'intérieur de microbilles de verre. Des bactéries qui vont soit dépolluer l'eau, soit apporter des avantages sur la peau, par exemple. Mais emprisonnées dans des microbilles de verre. À 1000 degrés, vous ne pouvez pas faire ça. C'est un nouveau champ des possibles qui s'ouvre, en fait. Donc, on commence à peine à explorer. Matériaux réactifs. Ça aussi, c'est intéressant. Le vivant réagit aux signaux de l'environnement. Eh bien là, ce que vous voyez, c'est Hakim Mendes qui a pris comme modèle la pomme de pin. La pomme de pin, c'est vraiment génial. J'ai fait ça avec, si jamais vous en trouvez une cet été. Si vous prenez une pomme de pin fermée et que vous la mettez dans un milieu humide, elle va automatiquement s'ouvrir. En fait, sans énergie. C'est des propriétés de la matière, de l'agencement de la matière, pour être plus précis. Donc, en fonction de la température et de l'humidité, la pomme de pin va s'ouvrir pour larguer les graines au moment où c'est le plus favorable. Et c'est tout bête à imiter, hein. Quand on voit comment ça se passe dans la pomme de pin, c'est complexe. Mais si je prends, je ne sais pas trop comment le faire hein, avec mes deux mains, deux matériaux qui adhèrent l'un à l'autre, et qu'il y en a un qui réagit différemment de l'autre à la température et à l'humidité, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui va se contracter plus vite que l'autre. Ça va tirer, ça va ouvrir. Et au contraire, si jamais ça va dans l'autre sens, ça va refermer. Et donc vous avez, en jouant sur ce delta, cette différence de réaction à un stimuli de l'environnement, et si tant est que vous les faites adhérer, vous avez la possibilité d'avoir des structures qui se ferment et qui s'ouvrent de manière passive. Et c'est ça, là aussi, l'abstraction. Ce n'est pas tellement qu'il faut imiter exactement la façon dont ça marche dans la pomme de pin, c'est déjà d'avoir un principe de conception abstrait qui permet ensuite de le faire avec des tas d'autres matériaux, pourquoi pas même du métal. C'est ce qui a été fait par des développeurs de façades pour bâtiments, où c'est des ouvertures en métal qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction de la température et de l'humidité. Et ça, en fait, Hakim Mendes, Université de Stuttgart, ils font pas mal de pavillons en fait, démonstrateurs de la bio-inspiration. Ce qui est très intéressant aussi, c'est comme votre peau, ou même l'écorce d'un arbre, la capacité à se cicatriser. Ce qu'on appelle les matériaux autocicatrisants. Évidemment, c'est encore mieux si c'est avec de la chimie douce. Et donc, il y a là, par exemple, à Delft, ce que vous voyez, Hendrik, qui travaille sur des bétons autocicatrisants. Grâce à quoi? Grâce à des bactéries qui sont prises dans le béton, qui ont une capacité à faire ce qu'on appelle de la biominéralisation, comme pour le verre. Cette fois-ci, c'est du calcaire. Elles transforment le carbone en pierre. Eh bien, dès qu'elles sont libérées par une fracture, elles sont au contact de l'eau, et à ce moment-là, leur activité métabolique se réactive, et elles sont capables de sécréter du calcaire. Et donc, c'est tout un champ, je suis sûr qu'ici vous avez entendu parler de ces matériaux autocicatrisants, tout un champ où le vivant donne des tas de recettes. Et puis, un cran de difficulté aussi qui est en train d'être adressé, c'est la capacité de certains matériaux à s'auto-organiser. Comment, par les réactions chimiques, les affinités entre molécules, etc., vous pouvez avoir des formes qui émergent. Et là, par exemple, mon ami Laurent Billon travaille à l'Université de Pau et des Pays de la Dour sur cette question de l'auto-organisation de la matière. Tout ça
est connecté à des possibilités technologiques qui n'étaient pas accessibles il y a 20 ans. L'impression 3D, mais alors pas forcément au niveau nano, où là on doit rentrer dans d'autres techniques comme l'auto-organisation chimique de la matière, mais aussi l'impression 4D. Est-ce que vous avez tous entendu parler de l'impression 4D? Non? Ça vaut peut-être la peine que j'en dise quelques mots. C'est quoi la 4e dimension? Le temps. Donc c'est un matériel qu'on va imprimer, mais en prévoyant déjà la façon dont il va réagir à un paramètre environnemental. Exactement comme tout à l'heure avec la température et l'humidité. Je vais prévoir son évolution en fonction de l'environnement. Donc je rajoute la 4e dimension, mais je le prévois. Je l'oriente. Je ne le subis pas. Ça va? Et donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus avec différents types de stimuli. Je vous ai parlé de la température et l'humidité, ça peut être la lumière, ça peut être des tas de stimuli, mais je vais faire en sorte que mon matériau va évoluer dans une direction désirée, en termes de forme, de capacité, etc., grâce à un stimuli de l'environnement, ou des stimuli de l'environnement. Et bien ça ouvre un champ des possibles qui rapproche un petit peu plus la conception du biomimétisme. Signal faible, tout ça. Je ne vous dis pas que c'est en train de tout transformer maintenant, mais il y a un potentiel, en tout cas, de transformation assez important de mon point de vue. Ça va toujours? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'aborder? Je ne vais pas forcément ouvrir une longue période de questions-réponses, mais je tiens à ce qu'il y ait des moments comme ça où vous puissiez interagir avec moi au cours de ma présentation. Est-ce que c'est le cas? N'hésitez pas à lever la main, si c'est le cas. Ou partager aussi des choses. Si vous avez déjà eu l'occasion d'appliquer ce genre de choses, n'hésitez pas aussi à le partager. Oui? On a déjà quoi? La chaux. Oui, alors... Ah bon. On a déjà la chaux qui fait ça enfin dans les bâtiments, qui s'auto-cicatrisent. Vous pouvez en parler un peu, je sais pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, ce n'est pas biocicatrisant, alors que c'est le cas avec les bactéries, par exemple, mais c'est plutôt cicatrisant, tout simplement. Et en fait, effectivement, dans la nature et même dans la façon dont la géologie fonctionne, il y a une entreprise française, par exemple, qui a travaillé récemment sur des mélanges pour faire apparaître des bétons sans avoir besoin de monter en température de manière très importante. Mais ce n'est pas du tout des processus biologiques, c'est plutôt des processus chimiques, géologiques. En mettant les bons composants au bon moment, avec les bonnes quantités, on peut avoir des agglomérats en fait, qui se créent sans forcément passer par la bio-inspiration. Et quand on parle de matériaux autocicatrisants, ça peut être aussi pour l'aéronautique, par exemple, où là peut-être la chaux ne pourrait pas trop intervenir. Mais effectivement, vous avez raison. Quand on a une défaillance structurelle sur un morceau d'aile d'avion ou sur un robot envoyé sur Mars, on ne peut pas attendre forcément ou compter sur le fait qu'un ingénieur viendra réparer ça. Donc ça peut être aussi bêtement que les écrans, par exemple, de certains smartphones, etc. Ou même ça a été fait dans l'automobile. Donc oui, c'est plutôt la dynamique d'autocicatrisation qui de temps en temps peut se passer de la bio-inspiration et de temps en temps peut bénéficier de voir comment ça se passe dans différents systèmes vivants. Le but, c'est de résoudre le problème. C'est pas forcément de dire c'est que la bio-inspiration qui pourra le résoudre. Le résoudre de manière éthique et durable. Oui, c'est juste un commentaire sur la partie autocicatrisation, puisque c'est votre diapo actuelle. Donc il y a des travaux dans un des laboratoires de l'école, l'Institut de recherche en génie civil et mécanique, sur l'autocicatrisation dans les matériaux de construction. Donc soit par la chaux, comme vous l'avez mentionné, qui se trouve naturellement dans les bétons, soit par des bactéries calcifiantes. Oui. Donc il y a un projet, et puis il y a une collaboration avec un autre. Donc ça c'est mon collègue Benoît Loulin, pour citer des noms d'enseignants-chercheurs de l'école. Et puis il y a aussi une collaboration avec le GEPEA, donc un autre laboratoire nantais de génie des procédés, et qui travaille sur les bactéries et les coccolithophores qui ont la capacité justement à former du calcaire, et donc soit à produire eux-mêmes des matériaux de construction, soit à cicatriser ou à colmater des surfaces qui peuvent être fissurées. Donc il y a une collaboration avec Marie Renaudi, une enseignante-chercheur de ce laboratoire,
Donc voilà, il y a pas mal de choses sur le site aussi, sur la cicatrisation et les matériaux à partir d'algues ou de bactéries calcifiantes. Merci. C'est justement ça que j'attends, hein, c'est-à-dire que vous puissiez avoir aussi un moment d'intelligence collective, on va dire, pour partager des informations clés. Donc merci pour ça. Et ça me permet de mettre une petite distinction méthodologique, hein, qui est souvent rarement faite, entre la bioutilisation et la bio-inspiration. C'est-à-dire que même dans l'exemple que j'ai pris là, y compris celui que vous venez de citer, on va utiliser des bactéries, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la bio-utilisation. C'est la même chose quand on utilise des algues, par exemple, pour faire des biocarburants, etc. Sauf que là, évidemment, on va les utiliser dans un contexte très particulier qui imite la cicatrisation. Donc on peut dire que le biomimétisme, il est là, surtout. C'est l'imitation de la cicatrisation. Mais dans le procédé sol-gel dont j'ai parlé tout à l'heure, ils n'utilisent pas les diatomées. Ils comprennent la chimie qui est au cœur de la biosynthèse du verre pour imiter cette chimie artificiellement. Vous voyez la différence? Il y a un acte de conception chimique, dans ce cas-là, inspiré du vivant. S'il n'y a pas d'acte de conception inspiré du vivant, c'est plutôt de la bioutilisation. Par exemple, la phytoépuration. Ce qui fait la bioinspiration, c'est qu'on a un acte de conception inspiré d'un système vivant. Là, je rentre vraiment dans la méthodologie un peu. Hein. Ça va? Après, on peut faire des combinaisons. Dans l'espace des solutions, on va dire, ça peut parfois être par de la bioutilisation, parfois... Je prendrai un exemple qui est un peu complexe par rapport à ça. Je vais le traiter tout de suite, tiens, parce que comme ça permettra de faire le lien avec ce que je suis en train de dire. Je vous disais, si je fais de la phytoépuration, ce n'est pas forcément du biomimétisme ou de la bioinspiration. Ça va jusque-là? J'utilise une plante pour ses caractéristiques, ses capacités à épurer. Mais là, dans ce projet-là, je fais ça, mais je fais aussi la bioinspiration à l'échelle des écosystèmes. C'est un projet développé par Suez Environnement qui s'appelle la zone libellule, qui a été développée à Saint-Just au départ dans le pilote. Et j'avais suivi ce projet il y a une quinzaine d'années. J'étais dans le comité scientifique. Et là, en fait, ce qu'ils ont étudié, c'est les différentes zones fonctionnelles d'un marais pour épurer l'eau. Donc, il y a des plantes, mais ce n'est pas n'importe quelle plante dans n'importe quelle zone qui a des fonctions intéressantes pour tel ou tel type d'action sur l'eau polluée. Et là, le but, c'était d'enlever les micropolluants, entre autres, en sortie de station d'épuration. D'accord ? Donc, c'est de la bioinspiration au niveau écosystème, parce qu'on a étudié les zones fonctionnelles d'un marais, qu'on a reproduit ici avec des méandres, avec différentes espèces, des compositions spécifiques dans différentes zones, pour obtenir différents effets. Donc, j'utilise de la phytoépuration, donc de la bioutilisation, mais dans un design systémique bio-inspiré. Ça va ? Ça illustre un peu ce que je veux dire ou pas ? Si je devais résumer, pour qu'il y ait bio-inspiration, il faut qu'il y ait un acte de conception inspiré d'un système vivant. Et pas simplement utiliser un être vivant pour ses fonctions. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions ou partages? Oui? Si vous pouvez juste attendre le micro, ça serait sympa. Merci. Oui, vous avez dit tout à l'heure que les problèmes, enfin les solutions d'aujourd'hui deviennent les problèmes de demain. Comment est-ce qu'on s'assure avec la bio-inspiration qu'on n'est pas en train de créer des problèmes pour demain? C'est une question très importante. Et alors, il y a, d'un point de vue méthodologique, je vais rentrer un peu plus dans la méthodologie là, des cadres de pensée, des méthodes qui ont été développées parfois depuis les années 90 qui peuvent nous y aider. Déjà, tout ce qui concerne l'éco-conception classique, mais moi, j'ai connecté méthodologiquement avec les démarches du biomimétisme un cadre qui s'appelle, en anglais, le Framework for Strategic Sustainable Development. Et je vais en dire quelques mots pour répondre à votre question. Ça ne peut pas nous mener trop loin parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais c'est très intéressant d'en dire quelques mots quand même. Ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Karl-Henrik Robert en Suède, à la sortie du sommet de la Terre de Rio, le premier, dans les années 90. Lui, au départ, c'était un cancérologue. Et ce qu'il avait fait comme constat, c'est que pendant longtemps, sur beaucoup de cancers, et malheureusement ça continue encore à être un petit peu le cas, on s'est beaucoup intéressé aux symptômes
et on ne comprenait pas assez les causes racines. Et on a fait d'énormes progrès sur certains cancers en s'approchant des causes racines qui provoquaient l'apparition de ces cancers. Et souvent, comme ça arrive encore malheureusement, en voulant soigner les symptômes, on provoque aussi d'autres désordres systémiques et c'est pas si simple en fait. Mais en tout cas, sa conclusion, c'était que quand on s'approche des causes racines, on a une conception du remède beaucoup plus efficace. La métaphore qu'il prenait aussi, c'est que quand vous avez une baignoire qui déborde, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Vous coupez le robinet. Évidemment, il va falloir éponger aussi les impacts négatifs, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec votre assurance et vos voisins, mais vous ne vous contentez pas d'éponger. Vous allez vous approcher des robinets. Et donc la logique du framework, c'est de se dire, c'est quoi les sources racines de non-durabilité? Et il y a eu plusieurs éléments. Première source de non-durabilité, c'est une intensité extractive trop forte. Pourquoi? Parce qu'on extrait des substances de la croûte terrestre qui sont par essence finies, et la plupart du temps, on brasse énormément de territoire pour pouvoir extraire ce dont on a besoin. Ça va pour ça? Ça vous semble logique ou pas? Donc réduire notre dépendance excessive en substances extraites de la croûte terrestre, ce qui comprend également les hydrocarbures fossiles, mais aussi les minéraux. Ils ne disent pas ne pas le faire. C'est que si on est tout le temps dans quelque chose d'inflationniste, on finit par créer des ordres systémiques et aussi des cul-de-sac stratégiques. Vous me dites si je vais trop vite. Donc ça, c'est une des premières règles, entre guillemets, qui définit l'espace de conception. C'est ça dont on est en train de parler, pour qu'on soit vraiment dans des futurs souhaitables. Deuxième façon de se créer des problèmes systémiques, c'est de mettre que la technosphère met en circulation des éléments qui soit n'ont jamais été en circulation dans le vivant, donc les nouvelles molécules, les PFAS, etc., soit sont déjà des molécules dites naturelles, mais on les émet de manière excessive, le CO2 par exemple. Mais aussi la matière organique, si jamais j'en mets trop, ça fait des marées vertes sur les côtes françaises. Donc c'est la quantité et la qualité de la matière. Ça va? Je peux continuer? Donc ça, c'est la deuxième borne de l'espace de conception. La troisième borne environnementale, c'est la destruction physique des écosystèmes. Surpêche, déforestation, etc. Est-ce que pour créer de la valeur, je dois détruire physiquement des écosystèmes? C'est trois conditions environnementales. L'extraction, la dispersion, et la qualité de ce que je disperse, les quantités aussi, et la destruction physique des écosystèmes. Ça a été un travail international. Karl-Henrik Rober a été juste l'initiateur, ça a été soutenu par le roi de Suède à l'époque et tout ça. Il y a des scientifiques, surtout anglo-saxons au départ, qui sont agrégés autour de ça. Il y a une amie, Caroline Gervais, qui fait des formations sur ça, qui développe ça en France, et moi-même, je l'ai intégré dans le biomimétisme. Ensuite, il y a les facteurs sociaux. Comment, finalement, s'assurer que je ne crée pas des obstacles aux besoins humains fondamentaux? Et ça a été creusé plus récemment, dans le cadre d'une thèse, entre autres. Au départ, c'était dit simplement ne pas créer d'obstacles structurels au fait d'atteindre ces besoins fondamentaux. Mais là, ils sont rentrés plus finement. Et on s'est rendu compte, en fait, que pour faire société, il fallait avoir confiance. Ne serait-ce que confiance les uns vis-à-vis des autres, confiance vis-à-vis de nos institutions, nos hommes politiques et nos femmes politiques. Et vous voyez à quel point, de nos jours, la destruction de confiance est un vrai problème. C'est vrai que c'est logique. Faire société demande d'avoir confiance, un minimum de confiance. Et on est une espèce qui a besoin de faire société, n'est-ce pas? Alors maintenant, la question que sont posées les auteurs, c'est qu'est-ce qui détruit la confiance? Il y a plusieurs façons de détruire la confiance. Empêcher le fait de garantir sa santé. Il y a deux santé, physiologique et mentale. Si jamais vous êtes en train de vivre les conséquences d'un système de gouvernance, mais que vous ne pouvez pas l'influencer, vous vivrez les conséquences de quelque chose que vous ne pourrez pas influencer les décisions qui ont été prises, dont vous devrez pourtant vivre les conséquences. Ça va, je vous perds ou pas là? Donc c'est la question de la voix, de la participation à un processus dont je vais vivre les conséquences. Le degré d'influence, si vous voulez. C'est aussi la nécessité d'apprendre toute la vie, pas simplement quand on est à l'école. Parce que l'environnement change, parce qu'il y a des nouveaux savoirs qui ont besoin d'être acquis. Donc c'est la capacité d'apprentissage.
Et là, il y a une subtilité individuelle et collective. La démocratie, ça s'apprend. L'intelligence collective aussi. C'est pas juste comme ça, quoi. Donc il y a des apprentissages collectifs aussi. Une autre façon de se créer des problèmes, c'est l'injustice. Si vous êtes un homme ou une femme, si vous avez un handicap, vous n'aurez pas accès aux mêmes possibilités. Ça aussi, ça crée un manque de confiance, s'il y a de l'injustice. Et je vais bientôt arriver à la fin. Et une des dernières choses, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai introduit ma conférence, c'est la perte de sens. Je ne comprends pas pourquoi on me demande de faire ça, je ne sais plus pourquoi on fait tout ça. Eh bien, ça démoralise, ça provoque du désengagement. Et donc, on est une espèce à récit, encore une fois, on a besoin de sens. Et tout ça, ça fait pas mal de choses que je viens de vous partager, mais pas tant que ça. Ça ne vous dit pas comment répondre à ça. Ça, c'est l'espace de conception, en fonction des cultures, des époques. Mais normalement, ça devrait toujours être vrai, ce que je viens de dire. Est-ce que ça répond à votre question? C'est une réponse un peu longue, hein. Et donc, notre enjeu, c'était d'intégrer ça en amont, avant même de rentrer dans le processus biomimétique, pour s'assurer que l'espace de conception est défini par ce genre de critères. Et ça ne veut pas dire ne pas faire, encore une fois, c'est des arbitrages. La métaphore, c'est le jeu d'échecs. Peut-être le premier pion que je joue n'est pas très impressionnant, mais je sais quelle partie je suis en train de jouer, et je sais quelles options j'ouvre et quelles options je ferme. Ça répond à votre question ou pas? Voilà. Et après, tous les outils de l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, etc., ou même les principes inspirés du vivant, sont des dynamiques de jeu à l'intérieur de cet espace. Par exemple, vous avez parlé des matières premières, et en quoi le biomimétisme permettrait d'éviter ce problème, permettrait de réduire la dépendance aux ressources minières, et donc je pense plus de ressources biosourcées, mais en quoi ça ne poserait pas de problème aussi à un niveau industriel d'exploiter des ressources biosourcées? Alors, c'est là où je reviens au FFSD, je vais vous donner un exemple pour illustrer comment ça fonctionne. Ce n'est pas une checklist à remplir. C'est vraiment la métaphore du jeu d'échecs parce que, en fait, en prenant une option, je regarde ce que ça provoque dans le système. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout respecter parce que sinon ça devient tétanisant, hein. Mais le but, c'est de repérer ce qu'on appelle les transferts d'impact. Je règle une condition, mais je transfère l'impact ailleurs. Je vais reprendre votre exemple de se passer de ressources extraites de la croûte terrestre pour l'énergie, donc les hydrocarbures, et je vais aller vers le biosourcé, donc par exemple le maïs, etc. Quel autre problème, disons que je le fais, donc je respecte la première condition, quel autre problème je pourrais créer en faisant ça, dans une des autres conditions? Par exemple, je peux créer une pression sur les terres arables qui étaient allouées à l'alimentation. Et maintenant, c'est fait pour faire de l'énergie. Ou bien, je peux pousser à la déforestation amazonienne pour planter des agrocarburants. Donc là, j'ai une destruction physique des écosystèmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, j'ai repéré, je ne sais pas si je peux agir, parce que je n'ai pas tous les leviers d'action. Disons que maintenant, je vais mettre un label qui m'assure que ça ne vient pas de forêts primaires déforestées pour faire des agrocarburants, ni de terres arables qui créent une pression sur l'alimentation. Quel autre problème je pourrais créer? Et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on part du principe que le savoir vaut mieux que l'ignorance. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout régler maintenant. Donc le but, c'est d'éviter les transferts d'impact. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on se rue avec une perte de vision systémique, on se rue sur une solution, on a de grandes chances de transférer un impact négatif ailleurs. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes, par exemple. La question du carbone, on a créé une tension sociale, parce que dans les milieux urbains ou dans les milieux périurbains, ce n'est pas la même question, la mobilité. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à une analyse systémique en fait. Et je finirai ma présentation avec des outils qui permettent cette analyse systémique. Le FFSD en fait partie. Hein. Est-ce que ça répond à votre question? Partiellement? C'est plus global que... c'est une réponse plus globale que... Oui, en tout cas, l'invitation là, c'est attention au transfert d'impact. Ne pas se précipiter tout de suite sur une solution qui semble répondre à un problème, mais bien essayer de repérer les transferts d'impact négatifs potentiels que cette bonne solution pourrait générer, et ensuite arbitrer sur ce qu'on peut faire ou pas. Je peux continuer un peu, parce que j'ai encore des choses à vous montrer, et puis je réouvrirai un espace tout à l'heure. Ça va? Comment vous vous sentez d'un point de vue de l'énergie, là? Pas trop fatigué? Vous aviez... C'est bon? Il y a quelqu'un qui avait une question brûlante liée à ça, ou je peux continuer? Oui, très bien. On va finir sur
peut-être vous donner plus d'éléments sur l'aspect méthodologique du biomimétisme. Et je vais l'illustrer par ça. Ce que vous voyez, c'est les grandes étapes par lesquelles il faut forcément passer quand on passe de résolution de problème à solution bio-inspirée. C'est dans le cadre de la thèse de Pierre-Emmanuel Fahimi, avec qui j'ai collaboré il y a déjà presque 15 ans maintenant. Son but, c'était de faire une méthode. Et il y a des tas de façons de répondre à ces différentes étapes, mais c'est vraiment des passages obligés quelque part. Comme on est en mode résolution de problème, la première étape, c'est l'analyse de la problématique, étape numéro 1. C'est très important parce que, par exemple, il peut y avoir des fixations cognitives problématiques. Est-ce que vous voulez de la colle bio-inspirée ou est-ce que vous voulez de l'adhésion bio-inspirée? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et souvent, on confond modalité de réponse et fonction. Parce que si je cherche de la colle bio-inspirée, si parce que j'ai investi dans des machines qui font de la colle, c'est OK, mais je le fais en toute conscience. Mais si c'est une fermeture cognitive en pensant que la seule façon d'adhérer, c'est de la colle, eh ben, je ne vais pas voir le velcro, je ne vais pas voir la patte de gecko, je ne vais pas voir la ventouse. Vous voyez? Donc, on a besoin d'un temps qui n'a rien à voir avec la bio-inspiration, de clarification fonctionnelle et de désincarcération des fonctions, des fixations cognitives. Ça va pour ça? Donc, l'analyse fonctionnelle, mais on est vraiment au cœur de... Normalement, en tant qu'ingénieur, vous avez dû être entraîné un petit peu à ça, mais parfois, même dans des milieux très ingénieurs, je me rends compte qu'il y a des fixations cognitives qui restent quand même. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse de la problématique, on en fait l'abstraction. Qu'est-ce que je dois avoir comme grandes étapes ou comme grandes fonctions pour passer du problème à la solution? Par exemple, si je suis assis là et que je veux vous serrer la main, il va falloir que je décompose les étapes. D'abord, il faut que je me lève. Ensuite, il faut que je me tourne d'un certain angle, que j'avance d'un pas ou deux, puis encore un autre angle, et puis voilà, etc. Jusqu'à ce que j'arrive jusqu'au bord d'un escalier où je vais me retourner encore un petit peu, faire bouger mes jambes. Donc je vais décrire tout ça, toutes ces étapes-là, pour finir par pouvoir éventuellement lever ma main et vous serrer la main. Décomposition fonctionnelle, modélisation de comment je passe du problème à la solution. Et c'est grâce à ça, je vais peut-être avoir plusieurs systèmes vivants qui vont me servir d'inspiration pour résoudre un seul et même problème. Peut-être que pour me lever, ça va être un système vivant. Peut-être que pour avancer, ça va être les insectes avec les segments articulés. Peut-être que pour descendre, ça va être un autre système vivant. Donc c'est pour ça que la mauvaise façon de faire du biomimétisme, c'est de vouloir tout résoudre, toutes les fonctions, avec un seul modèle. En fait, c'est une chimère, la solution. C'est peut-être des morceaux de modèles biologiques qui vont finir par, en étant agglomérés, générer la solution. C'est pour ça que cette décomposition fonctionnelle, elle est très importante. Ensuite, une fois qu'on a décrit les différentes fonctions, il faut vérifier si elles sont exprimées de la même façon en biologie. Par exemple, si je veux capter ou filtrer l'eau, puisqu'on est dans la thématique de l'eau, il y a de grandes chances que dans les bases de données biologiques qui ne parlent pas du biomimétisme et qui parlent juste de la biologie, on va trouver ces mots-clés, capter, filtrer l'eau. Et je vais pouvoir assez facilement identifier des ressources. Par contre, faciliter la concertation parmi les parties prenantes, amusez-vous à googler ça dans une base de données biologique. Donc il va falloir trouver l'équivalent fonctionnel biologique, maintenir la communauté, assurer la coordination, par exemple, ce genre de choses. Vous voyez? C'est un pont sémantique du langage métier vers la biologie qui vous ouvre la porte vers l'identification de modèles biologiques. Et ça, c'est l'étape numéro 3. Ensuite, grâce à ça, on identifie des modèles biologiques, on sélectionne les plus prometteurs, c'est l'étape numéro 4, et on retire des principes de conception en analysant comment ça se passe sur la feuille de lotus, ou dans le banc de poisson, ou sur le bec du martin pêcheur. Et j'en retire des principes de conception, comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure, pour ensuite passer à une phase de prototypage, et ensuite on passe dans les différentes phases classiques, de l'échelle TRL par exemple. Ça va? Et à chaque étape, il y a des boîtes à outils. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais ça peut être les vôtres, qu'importe. Mais on est un peu obligé de passer par ces étapes-là pour faire authentiquement un processus sécurisé de résolution de problèmes via la bio-inspiration. La première thèse a été complétée par 2 thèses d'Elliott et d'Alnine
deux thèses différentes. Elliott, c'est à quel moment un biologiste et quel type de biologiste intervient pour faciliter le processus de conception. Et Anne Lin, c'est la place du designer ou de la designer, qui aussi peut améliorer le processus de conception. C'est vraiment quelles unités de savoir à différentes étapes. Est-ce que c'est des biologistes plutôt généralistes, et à quel moment, quand j'ai identifié des pistes, je vais faire appel à des biologistes spécialistes pour mieux comprendre les recettes de conception qui m'ont semblé intéressantes. Et tout ça connecté récemment, et j'ai fait partie de ces travaux-là, aux outils classiques de l'éco-conception, avec un rapport qui va être publié très prochainement, grâce à l'ADEME, sur biomimétisme et éco-conception, où là, vous allez retrouver les analyses de cycle de vie, vous allez retrouver enfin des choses assez classiques. Hein. Ça va sur les outils, sur cette partie-là? Je peux poursuivre un peu sur les outils. Les tests sont accessibles. Hein. Si jamais vous voulez vraiment rentrer dans les méthodologies, il n'y a pas de problème. J'ai développé des outils plus faciles à utiliser récemment, toujours en collaboration. Hein. Quand je dis j'ai, c'est un peu prétentieux parce c'est toujours un travail d'équipe. Enfin, j'ai initié plutôt, qui sont des cartes de principe très génériques inspirées du vivant, ce qu'on appelle les cartes biotopie. Et je vais vous en donner quelques exemples. C'est par exemple fixer du carbone. Eh oui, chers amis, le carbone n'est pas un problème pour le vivant. Le carbone est une ressource. C'est la déstabilisation du cycle de carbone qui est un problème. Et même quand on entend dans les médias le problème de la dérégulation de l'atmosphère, on a tendance à présenter le carbone comme un problème, alors que l'économie du vivant est une économie du carbone, fixatrice de carbone. On parlait tout à l'heure de la biominéralisation. En fait, notre corps fixe du carbone, les coraux fixent du carbone, sur des millénaires le transforment en pierre même. Et donc l'invitation que cette carte donne, c'est dans vos processus de conception, directement ou indirectement, est-ce que vous ne pourriez pas fixer du carbone? Pas simplement réduire les émissions, mais fixer du carbone. Donc c'est des cartes qui sont faites pour des ateliers de créativité qui peuvent lancer des challenges d'une certaine façon, ou apporter des orientations stratégiques qui peuvent aider à concevoir différemment. Il y en a une trentaine de cartes, je vous en présente que quelques-unes. Ici, c'est utiliser des aliments abondants, bioassimilables. C'est des façons de jouer par rapport au FFSD que je présentais tout à l'heure. Et par exemple, là, on peut voir que toute la matière du vivant, c'est à peu près 3 polymères. Et si on regarde maintenant plus finement la composition atomistique, on a 98% de la matière vivante qui est constituée de ce qu'on appelle les CHOMPS, pour s'en rappeler facilement, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. 98%. Les métaux lourds, il y a un atome de fer au sein de l'hémoglobine parce que affinité avec l'oxygène, etc. Nous avons joué dans les révolutions industrielles avec tout le tableau de Mendeleïev et on se rend compte que les atomes lourds, la plupart du temps, ne sont pas bioassimilables ou très faiblement bioassimilables, à très très faible dose, ce qu'on appelle des oligo-éléments. Et pourtant, toute cette diversité de matière du vivant, on ne peut pas dire c'est un appauvrissement du champ des possibles. Hein. Les coquilles, les cornes, etc., à partir d'atomes légers et abondants, pas rares. Donc ça, c'est pour la chimie. Évidemment, c'est connecté à la chimie verte, aux 12 principes de la chimie verte, l'eau comme solvant universel plutôt que des solvants toxiques, etc. Un autre exemple, évidemment, et celui-là, vous le connaissez, c'est le vivant s'inscrit dans des cycles. Cycle de la matière, cycle de l'énergie, cycle des saisons, cycle jour-nuit. Le vivant surfe sur les cycles. Donc c'est une invitation dans la conception, comment vous pouvez utiliser les cycles, comment vous pouvez boucler les cycles plutôt que d'être dans une économie linéaire qui crée des déchets finaux, mais aussi comment vous pouvez utiliser les rythmes, les cycles du vivant. Dans le tourisme, par exemple, c'est pas la même chose l'hiver que l'été sur la côte. Comment vous pouvez utiliser ces cycles, pas les subir, les utiliser, surfer dessus. Et un autre exemple, il y en a une trentaine, donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, c'est l'utilisation stratégique de l'information. Le vivant est cognitif. Le vivant est capable de capter des informations dans l'environnement et de changer en fonction de cette information. Et là, il y a une chose à distinguer. Données, data et information. L'information change l'état du récepteur. La data
Pas forcément. Et donc, qu'est-ce qu'une fleur? Une fleur, c'est quoi? C'est des couleurs, c'est des parfums, c'est du marketing. C'est du marketing qui dit à un pollinisateur, perds pas ton temps à aller au hasard, viens ici, il y a une ressource qui t'intéresse, et en même temps tu vas me rendre un service, le pollinisateur ne le sait pas, mais les couleurs, les sons, les odeurs font que le pollinisateur, comme le pollinisé, vont économiser de la ressource. Parce que sinon, je disperse souvent au hasard, il y a très peu de chances en fait que ça finisse par tomber dans les bonnes conditions. Et là, pour illustrer ça, alors c'est un article qui ne présente pas les choses comme ça, mais c'est plus facile pour le grand public de le comprendre ainsi. C'est Julian Vincent, en 2019, à l'université de Bath, en Angleterre, avec les Bogati Rêves, qui sont amusés à analyser les processus engagés dans les brevets, des milliers et des milliers de brevets. C'est une méthode qui s'appelle la TRIZ, qui a permis de faire ces analyses-là, par rapport à la quantité de matière, d'énergie ou d'information engagée pour résoudre le problème. Et là, vous avez donc la technologie, énergie en rouge, matière en bleu et information en vert. Et là, vous avez la même analyse dans les systèmes vivants. Beaucoup d'économies de matière et d'énergie grâce à l'information. Et donc là, c'est pas revenir à la lanterne des Amish, comme l'a dit un certain président de la République il y a quelques années. C'est arrêter la gabégie énergétique et en matière qu'on s'est permis parce que c'était possible. Mais le vivant, si vous faites ça sur des millions d'années ou sur des centaines de milliers d'années, vous êtes trié par la sélection naturelle. Vous ne restez pas longtemps. Donc il y a une immense promesse dans le design intelligent de l'information. C'est ça. Et je n'ai pas parlé d'obésité informationnelle et de. On peut tout. Le vivant trompe aussi. Il faut casser l'idée que le vivant c'est forcément bien, etc. Non, il y a toutes les stratégies dans la nature, mais toujours basées sur un soin à l'information. Ça va? Ça vous parle ou pas? Voilà. C'est ce qu'on va retrouver dans un vol des tourneaux, c'est ce qu'on va retrouver dans un banc de poissons, c'est ce qu'on va retrouver dans une construction d'une mégastructure comme une termitière, où chaque termite va laisser une certaine quantité de phéromones, d'hormones, qui vont donner un signal, qui vont permettre à d'autres termites de poser la motte de terre juste là et pas là. Et au fur et à mesure, avec des règles très simples, on finit par avoir des mégastructures qui émergent extrêmement complexes. C'est là que vous allez reconnaître aussi des choses qui ont été dites dans ma présentation. Fabriquer frugalement et localement. Dans le vivant, vous n'avez pas de haute pression, haute température, de montée en tout cas en haute pression et en haute température, et tout se fait dans l'eau. Il y a dans les grands fonds des hautes pressions. Il y a près des sources hydrothermales ce qu'on appelle les organismes extrémophiles, où il y a des hautes températures. Mais ils ne vont pas monter de manière très importante en pression et en température par rapport à leur environnement. Alors que nous, dans les révolutions industrielles, c'est haute pression, haute température, solvant toxique. En anglais, on dit heat, beat and treat. Là aussi, c'est pas inintéressant de voir si on peut pas, par exemple, se baser sur les 12 principes de la chimie, le pouvoir extraordinaire des enzymes avec des taux d'activation énergétique beaucoup plus intéressants que, en général, les réactifs classiques. Et il me reste combien de temps, à peu près 15 minutes 10. Et là, je voudrais partager celui-là aussi. Rechercher des compromis multifonctionnels. La performance du vivant, pour ceux qui connaissent un peu Olivier Amand, il parle aussi de ce genre de choses, ce n'est pas être le meilleur selon un critère. Si je reprends la photosynthèse, le rendement de la photosynthèse sur 1 cm² de feuille, il est ridicule par rapport aux panneaux solaires techniques. Moins de 2%. Par contre, si je rajoute là-dedans, c'est une zone de captation de carbone, de fixation de carbone, qui produit de l'oxygène, qui sert de pompe pour faire monter l'eau, et tout ça doit être construit dans de l'eau à partir d'éléments disponibles autour de toi. Et tu peux manger ensuite le panneau solaire avec une bonne vinaigrette. Ou au pire, t'en servir comme compost pour redonner de la vie. Alors c'est là où on comprend la performance du vivant. C'est dans ce compromis multifonctionnel. D'accord ? Et si on est guidé vers une performance monocritère, il y a des transferts d'impact quasiment sûrs.
La performance du vivant, elle est multicritère. Multifunctional trade-off, disent nos amis anglo-saxons. Et puis, ça permet aussi de résoudre des contradictions, des injonctions contradictoires. Et ce n'est pas l'un est meilleur que l'autre, c'est bien être conscient de ça. Est-ce que je veux être le couteau suisse qui est capable de faire plein de choses, mais pas très bien, mais qui rapporte de l'agilité? Ou est-ce que je vais être hyper spécialisé, mais très peu agile? Tout est possible. Hein. Je peux vous dire qu'un paresseux est hyper spécialisé. Il peut digérer des feuilles d'eucalyptus que d'autres espèces ne peuvent pas digérer. Vous avez déjà vu un paresseux traverser une route? Pas très agile. Hein. Donc c'est pas bien ou mal. C'est juste qu'il faut être conscient qu'il y a des arbitrages à faire. Et si je cherche de l'agilité, je ne peux pas être bon en tout. Il va falloir que je sois moyennement bon en pas mal de choses. Et les humains, on est un excellent exemple de ça. On n'est pas très bon nageur par rapport à un dauphin, on n'est pas très bon coureur par rapport à un guépard, mais on est pas mal dans le côté couteau suisse, quoi. Et il y a une thèse qui a été faite, parce que quelqu'un est venu me voir tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, ça c'est en collaboration avec le Muséum, sur les enveloppes de bâtiments bio-inspirées. Parce que là aussi, une enveloppe d'un organisme, c'est multicritère. Je dois en même temps assurer ma protection physique, je dois en même temps être capable de réguler ma température, ne pas trop perdre d'eau. Éventuellement, il y a des questions aussi de nuisances sonores, etc. Il y a, par exemple, les chouettes ont besoin, dans leur enveloppe, de ne pas faire trop de bruit parce que sinon les petits rongeurs les entendraient au moment où elles volent. Et donc, on est dans des analyses multicritères comme ça qui permet aussi de faire des arbitrages pour pouvoir imaginer des enveloppes de bâtiments qui répondent à plusieurs critères en même temps. Une thèse entière a été faite là-dessus, je n'ai pas trop le temps de creuser. Et finalement, on peut aussi traiter de la question des territoires. Et on a développé un projet qui s'appelle Territory Lab, qui date de 7 ans maintenant, où la question clé qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre du fonctionnement d'une prairie, d'un récif de corail ou d'une forêt, donc à l'échelle vraiment écosystémique, pour accompagner les transitions des territoires. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais il y a un petit guide qui a été publié, on est en train de faire les 2 prochains volets, qui raconte cette histoire, et ça a démarré dans la vallée de la Drôme au départ, qui est un territoire qui a une longue histoire de transition, un des premiers d'Europe, où on a expérimenté aussi avec d'autres que dans la vallée de la Drôme ce que l'on pouvait apprendre de la bio-inspiration à l'échelle territoriale. Ça a donné lieu à un outil avec des rosaces sur plusieurs thématiques, l'organisation de la gouvernance, la résilience, la conception et les ressources, les aspects sociaux également. Et ces principes de conception que je vous ai montrés tout à l'heure, ça donne des rosaces de ce style où on peut faire une sorte de diagnostic mais aussi des recommandations sur l'existence et la partie foncée, et c'est sur quoi on pourrait peut-être s'améliorer dans un pas de temps de 5 ans, 10 ans, en fonction des projets, ça pouvait varier. Ce que vous avez sur le côté, c'est par exemple le design de l'information. C'est par exemple surfer sur les cycles. C'est ce genre de choses. C'est un peu similaire à ce que vous avez vu tout à l'heure, mais appliqué à un contexte particulier, qui sont les transitions territoriales. On a aussi un projet qui est assez récent, qui concerne l'usine du futur. Et là, on a fait un partenariat avec le groupe Chanel, on est en train d'expérimenter sur certains sites. Qu'est-ce que ça donne si les critères de performance de l'usine du XXIe siècle intègrent la contribution au territoire du point de vue des services écosystémiques? En quoi mon site peut contribuer au cycle de l'eau, mon site industriel ou mon hub logistique? En quoi il peut contribuer aux services culturels, aux services de régulation? Donc tout ça est en expérimentation, sachez-le, c'est des signaux faibles tout ça, mais quand même un grand groupe comme Chanel qui a accepté d'expérimenter cela. Quelle contribution au commun? Et finalement, dernière information que je voudrais vous partager, c'est que je travaille avec une start-up qui est en train de développer un outil basé sur l'IA, spécialisé dans l'accompagnement de la conception bio-inspirée. Ça s'appelle Asteria, ils sont super, parce qu'ils veulent, dès le départ, réfléchir à l'IA for good, comme on dit en bon français, donc l'IA pour l'éco-conception, avec une éthique de l'utilisation de l'IA en termes d'empreinte énergétique, par exemple. Ça ne les rend pas parfaits, mais ça les rend sincères, et moi, ça me fait très plaisir d'avancer avec eux. Et franchement, l'outil est assez bluffant, déjà. J'ai été assez bavard. Sachez qu'il y a le site du CBIOS où vous pouvez trouver plein de ressources. C'est le grand hub en France du biomimétisme. C'est une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Vous pouvez trouver plein de choses sur le site, plein de ressources.
Vous avez des membres de la SCIC qui peuvent être aussi bien des collectivités territoriales, voire une région comme la région Aquitaine, qu'un grand groupe comme L'Oréal, comme Renault, des startups. Mon institut fait partie aussi de la SCIC. Évidemment, je suis aussi un membre fondateur à titre personnel, mais l'institut est membre de la SCIC. Et vous avez des rapports divers et variés, y compris thématiques, sur biomimétisme et matériaux, biomimétisme et énergie, biomimétisme et architecture, que vous pouvez télécharger, en sachant qu'il y a certaines ressources qui sont réservées aux membres quand c'est plus détaillé. Mais peut-être que pour une école comme la vôtre, il y a peut-être un accord à faire avec le CBIOS pour que vous puissiez accéder aussi aux ressources plus déployées. Finalement, il y a une exposition qui a lieu régulièrement, qui s'appelle Biomime Expo, souvent à Paris, souvent à la rentrée, après l'été. Cette année, c'était à Marseille, mais ça sera de nouveau à Paris, à la Cité des Sciences. C'est la grande rencontre des innovateurs et des concepteurs en biomimétisme. Et il y a une exposition permanente aussi à la Cité des Sciences qui s'appelle Bio-Inspiré, si vous voulez la visiter. Il y a aussi une série de vidéos avec plus d'une trentaine maintenant d'épisodes courts de 5 à 6 minutes qui vous présentent plein d'innovations bio-inspirées. Ça s'appelle Nature égale futur. Vous googlez ça, vous trouvez ça assez facilement. Et le procédé Sol-Gel est décrit, par exemple, dans une des vidéos. Et je finirai en vous disant, vous pouvez mettre autour d'un Monopoly les plus belles personnes. Moi, je vous ai mis une curation des personnes que j'ai pu admirer ou que j'admire. La fin est toujours la même. Vous pouvez rajouter une case biomimétisme, une case permaculture. La fin est toujours la même. Il y a un gagnant et il y a des perdants. Ce n'est pas une question de biomimétisme ou pas. Ce n'est pas une question de joueur même. C'est une question du design du jeu lui-même. Vous êtes dans une période où on vous demande de jouer encore selon les critères de succès du 19e et du 20e siècle, tout en vous demandant de participer à l'émergence de nouveaux critères de succès. Bienvenue en dissonance cognitive. Toutes les grandes périodes de transition ont été caractérisées par ça. Ne vous laissez pas perdre. N'ayez pas peur de ce genre de choses. Gardez le cap. Il s'agit bien, en expérimentant, en essayant dès que possible des nouvelles règles du jeu, sans se mettre en danger par rapport aux anciennes règles, parce qu'on fait partie d'entreprises qui ont besoin aussi d'assurer leur viabilité économique. On a besoin d'avancer dans cette complexité-là et de faire des arbitrages. Mais c'est passionnant, terrifiant et passionnant, mais il n'y a pas de grandes aventures sans risque, et vous êtes tous en train de vivre la grande aventure d'une transformation civilisationnelle qui a du mal à coucher, mais qui est nécessaire si on veut avoir un avenir sur Terre. Merci.